Les gens ne se font pas assez confiance. Ils veulent de la quantité et ils oublient la qualité. Ouais. Tu vois, je pense que des fois, on va vouloir mettre une deuxième séance qui ne sert pas, physiologiquement, neuromusculairement, intellectuellement, mais il faut la mettre. Parce que, tel grand club, on s'entraîne beaucoup. Apprendre à faire un squat ne s'apprend pas avec une barre sur le dos, comme on n'apprend pas à faire un saut en faisant du drop jump d'un coup. C'est-à-dire, au bout d'un moment, c'est juste du bon sens, encore une fois. La spécialisation précoce, pour moi, c'est l'invention des médecins du sport. C'est un business model. C'est si on veut remplir nos consultations, il faut faire de la spécialisation précoce. Donc, je remercie tous les clubs qui font de la spécialisation précoce, ça remplit ma consultation. Mais à part ça, ça m'emmerde. 16 ans, 3-4 chirurgies, ça traîne les hôpitaux, ça traîne les médecins du sport, ça traîne le physio. Il faut avoir conscience de ça et les parents doivent avoir conscience de ça. On ne va pas sortir votre gamin du club non plus. Il faut qu'il reste dans le collectif, surtout si c'est bien fait. Par contre, on peut peut-être apporter quelque chose et c'est peut-être là où il n'y a pas assez de discussion. Parce qu'après, on arrive justement aux dérives où on était au début, où j'en parlais plutôt dans la discussion, c'est qu'il y a mésentente et au final, c'est le gamin qui en pâtit. On sait que cette période critique, c'est 11-14, c'est pas compliqué. Sur cette période, c'est tant d'heures de glace et du travail à côté. Et je pense qu'à ce moment-là, on n'irait plus dans les extrêmes de chirurgie préventive, de chirurgie de deux hanches à 14-15 ans, etc. Ou dans les extrêmes de préparation physique aussi. Bienvenue à tous dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on se retrouve en présentiel. Ça fait plaisir d'enregistrer à nouveau avec des gens en vrai parce que Zoom, c'est cool, mais la vraie vie, c'est mieux. Donc aujourd'hui, on est à Motion Lab ici à Lausanne avec Alex et Mathieu. Les gars, je vais vous laisser vous présenter et puis après, on enchaînera avec le podcast. Qui c'est qui commence? Allez, c'est à toi l'honneur, Alex. Allez, Alex. Déjà, merci d'être ici, jeune. Ça fait plaisir de te rencontrer. Merci à toi. Du coup, pour la petite présentation, pour faire simple, moi, j'ai fait mes premières expériences aux États-Unis, à Santa Barbara, dans un centre comme Motion Lab qui s'appelle Peak Performance Project, P3. Okay. Donc, surtout basé sur les sports américains, notamment majoritairement la NBA et puis le développement des jeunes en NBA. Ça, c'était en parallèle de mon master à Grenoble, parce que du coup, j'ai fait mes études à Grenoble, STAPS. J'ai fait mes 2 années de master et de stage là-bas aux États-Unis, Santa Barbara et après muté à Atlanta, jusqu'au Covid où j'ai dû rentrer froidement en France et être au chômage pendant 6 mois jusqu'au jour où j'ai eu une belle proposition après de venir ici et c'était depuis en tout cas on se régale. J'ai commencé en mars dernier et depuis en moins d'1 an, ça s'est développé tellement que c'est hyper, franchement, c'est trop bien. L'équipe est géniale. Vous avez combien de personnes qui travaillent en tout sur site ici à Motion Lab? J'ai commencé, franchement, je vais te dire, on devait être 15. Ouais. Et là, on compte même plus. On est un peu plus de 30 collaborateurs. Wow. Et puis, durant l'année, ça doit il y a encore pas mal de projets dans les tuyaux. Donc, ça va encore augmenter, je pense. Ok, c'est une bonne évolution sur déjà une petite année. Hein. Ah ouais, clairement. Mais du coup, même en termes en termes personnels, mais surtout en termes de… Moi, du coup, moi, je me charge de la préparation physique ici et du test de biomécanique, les tests de performance, etc. Tout ce qui est plateforme de force, avec les cellules et tout. Et c'est vrai que, au tout début, je suis arrivé, j'avais personne, pas d'athlète. Et puis là, du coup, je me régale tous les jours avec des nouveaux athlètes différents. L'été dernier, c'était vraiment sympa. On espère faire un gros été ici encore. On se développe tout le temps, beaucoup de jeunes. Ouais. Des sports en particulier ou… Des sports que je ne connaissais pas, comme le hockey, qui m'ont les plus gros, les 3/4 des athlètes que j'ai ici, c'est des jeunes hockeyeurs de 12 à 16-18 ans. Quelques pros, mais moins maintenant. Mais du coup, beaucoup de hockeyeurs. Après, foot, j'ai un peu de tout. J'ai foot, basket, MMA, BMX. J'ai un peu de tout. On a un club de rugby, mais alors on n'en a pas, je les ai pas entraînés. D'accord. On a un club de foot de 5e division. J'entraîne aussi les Jimbo en trampoline. D'accord. Bientôt en gymnastique rythmique. Ah, donc vous êtes vraiment large sur la panoplie de sports que vous arrivez à couvrir avec les différentes compétences ici. C'était aussi une de mes… moi, c'est pour ça que j'ai accepté travailler ici. Je pense, c'est ça qui m'a plu, c'est que encore une fois, comme à P3, j'avais l'opportunité de travailler avec plein de sports
parce que je comprends qu'on aime bien travailler et puis se spécifier vraiment dans un sport, comme j'ai des très bons collègues qui travaillent dans le basket ou dans le rugby. J'aime bien toucher à tout et voir un peu tout, parce que c'est vraiment, en fait, c'est plus la performance en règle générale que comment on bouge et qui m'intéresse. Et c'est vraiment ça qui se retrouve ici, c'est que tu peux vraiment tout développer et tous les sports ont une problématique différente. Donc ça, c'est super agréable. Et d'autant plus que je peux bosser avec autant des jeunes où j'avais beaucoup moins l'habitude, parce que là, ça a commencé à l'âge de 12 ans et j'avais plus l'habitude de bosser avec des 16-18 ans qui veulent aller jouer en NBA, qui sont en université ou en collège, et puis des joueurs de NBA beaucoup plus âgés du coup. Et là, ça fait plaisir parce que je suis parti vraiment en développement et ça m'a posé j'ai dû me poser d'autres questions, trouver d'autres ressources, lire d'autres livres que je n'avais pas. Et franchement, c'est hyper agréable. C'est ça qui fait, franchement, je pense, le kiff de bosser ici. Je suis content de c'est la variété des athlètes qu'on a ici. On a vraiment des athlètes très jeunes qu'on va accompagner très tôt. C'est un peu pour ça qu'aujourd'hui, on est là pour discuter un peu de cette phase très importante. On a des athlètes déjà confirmés et puis on a tout sport et puis je tiens aussi à tout ce qui est aspect artistique. Danse classique, danse contemporaine et cirque. Parce que malgré ça, on n'y pense pas nécessairement de prime abord, mais c'est aussi des disciplines qui nécessitent une certaine préparation en encadrement et si on veut performer au plus haut niveau. À mon avis, oui. C'est-à-dire qu'il y a des… Voilà, après, la joie de tout ça, c'est en effet de rentrer des nouveaux mondes et de s'immiscer dans les nouveaux mondes et de comprendre les codes, comprendre les forces, les faiblesses, les idées reçues. Enfin, c'est ça qui fait la joie, moi, quand j'ai une consultation très variée. C'est ça mon kiff, c'est d'avoir un ischio d'une danseuse et un ischio d'un rugbyman. C'est la même lésion, c'est pas la même approche, c'est pas le même discours, et c'est pas la même prise en charge. C'est ça. Il faut savoir être polyvalent dans les discours, dans l'approche du client, de l'athlète, etc. À mon avis. Mathieu, je te laisse là, je me présente maintenant. Alors moi, je suis médecin. Je suis originaire du nord de la France. J'ai commencé mes études de médecine là-haut, à Lille. Puis après, je suis descendu à Grenoble, où je me suis spécialisé en médecine du sport. J'ai vite eu la chance qu'on me mette le pied à l'étrier. Donc, j'ai bossé dans le rugby au FCG à Grenoble. Quand c'est que tu étais au FCG ? 2007-2008. Ok, un peu avant. J'ai connu Jono qui était préparateur. Ah oui, tout à fait. Tu connais ? Oui. Petit monde. Et puis ensuite, j'ai aussi eu la chance d'être vite dans ce qu'on appelle en France les CREPS, qui sont des centres d'entraînement nationaux, qui sont des sous-centres de l'INSEP, si on veut simplifier, avec comme pôle basket, grimpe, bad et tennis de table. Donc voilà, et puis… Qu'est-ce qui t'a amené ici à Motion Lab ? Après, tu sais, ça a été un peu plus long que tout ça. Après, je suis parti au Qatar pendant 4 ans. Donc là, je dirigeais le département médical d'Aspire Academy. Donc vraiment extraordinaire expérience où je pense que ça a été le coup de boost à ma carrière. J'étais assez jeune, j'avais 29 ans, j'ai eu tout de suite une grosse équipe à gérer et puis j'ai surtout été influencé par différentes cultures. J'ai compris que la France n'était pas au centre du monde et que finalement je ne savais pas grand-chose. Donc j'ai pris deux, trois tartes et puis on s'est très bien entendu avec beaucoup de personnes, de nationalités différentes, de boulots différents, préparateurs physiques, physiothérapeutes, physiologistes. Et tout ça a créé des chouettes collaborations, aussi bien clinique que recherche. Puis après, avec ma femme, on est rentré en France, à Pau, dans le sud-ouest. Et là, travailler dans le rugby, basket. Et puis ensuite, on est arrivé en Suisse il y a 7 ans et demi. Et puis… voilà, on est parti de zéro, on est reparti de zéro, on a recréé quelque chose ici et puis il y a maintenant presque 3 ans, dans quelques mois, 3 ans, avec Mathieu Célibel, mon collègue, on s'est lancé dans l'aventure Motion Lab de créer un centre dédié au sport, un peu notre rêve, le kiff de se lever le matin et de se dire chouette, on va aller bosser puis on va bien s'éclater. Donc, c'est un centre qui, le mot sport est au centre de tout. Alors, sport de très haut niveau, sport loisir ou simplement activité physique. Mais on se donne les moyens d'encadrer les gens. Donc, l'idée, c'est d'être à la pointe dans le sport de très haut niveau, de toujours avoir une veille
une veille sur ce qui se fait, sur les gens dans le monde entier qui peuvent avoir des idées pertinentes, etc. Et notre mojo, c'est de faire ruisseler ça au plus vite pour monsieur, madame, tout le monde. Je ne peux pas accepter que des gens soient encore ébahis d'avoir l'haltère-G quand on a mal au genou. C'est un appareil qui a plus de 15-20 ans, que tout le monde connaît, mais pourtant aujourd'hui, c'est encore un outil sous-développé. Et je suis heureux quand ma personne qui aime juste aller faire sa randonnée de montagne, on puisse lui permettre d'avoir une rééducation, une remise en charge progressive avec l'haltère-G. C'est la moindre des choses. Donc nous, on accélère ce temps. Ouais. Ce n'est pas normal qu'il y ait 15 ans. On doit être à 2-3 ans. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui a de l'arthrose du genou, il doit bénéficier pour moi des mêmes idées. Peut-être qu'on va les réadapter, on va les changer un petit peu, mais j'estime c'est aussi notre job de faire ruisseler ça au plus vite. En tout cas, c'est vraiment chouette de pouvoir venir ici, déjà voir un petit peu votre centre, voir comment vous travaillez, comme vous l'avez bien expliqué avant et comme vous l'avez détaillé ici, votre approche elle est extrêmement complète. Il y a beaucoup de facettes quand on parle de remettre quelqu'un en forme ou de rendre quelqu'un dans la forme optimale pour qu'il performe dans son sport. Et je pense que vous le faites très bien ici. Vous m'avez contacté, on va dire, pour une raison assez spécifique en premier lieu, une raison assez spécifique pour faire ce podcast, et on va se plonger dedans gentiment pour mettre un petit peu le cadre autour de cette conversation. D'abord, j'aimerais parler un petit peu de la préparation physique chez les jeunes sportifs. Donc, à votre sens, quels sont les axes principaux desquels il faut être conscient quand on aborde une préparation physique avec des jeunes sportifs? Et je dis jeunes, c'est très très large, donc n'hésitez pas à spécifier peut-être des catégories d'âge et des choses que vous avez vues ou que vous voyez qui nécessitent d'être mises en avant émotionnellement. Je vais juste parler d'une anecdote qui m'a permis de comprendre la place de la préparation physique chez les jeunes sportifs. Je suis arrivé au Qatar, à Spire, on touchait les 9-18. D'accord ? Essentiellement, alors beaucoup de football, mais aussi d'autres sports. Et globalement, c'était des enfants qui dormaient et s'entraînaient sur place. Et on avait énormément de temps et énormément de moyens. Globalement, c'était 2 séances d'entraînement au jour, chez les 9 ans, 10 ans, 11 ans, etc. Et puis, c'était une catastrophe, c'était une hécatombe, parce que c'était répété de l'entraînement spécifique. Le footballeur faisait du football, le coureur courait, le tennis de table jouait au tennis de table. Et donc, j'avais ma consultation qui dégueulait, qui était pleine, mais jusqu'à avoir des 2/3 d'équipe sur le flanc pour différentes pathologies. On pourra y revenir après, pathologie de croissance, etc. Et puis, j'ai eu la chance de travailler avec un préparateur physique qui était néo-zélandais, qui était assez impertinent, que j'aimais beaucoup, et qui m'avait dit, maintenant on a ça, on a ce problème, on fait quoi? Donc, on a discuté, on a essayé différentes choses. Et honnêtement, les 2 points en 2 ans sur ce projet-là, ça a été la gestion de charge et d'ajouter de la préparation physique. D'accord. Ouais. Donc, c'est à partir de là que moi, petit médecin qui ne sait que diagnostiquer, je me suis dit, il y a quelque chose en plus que moi, je n'avais pas saisi probablement avant, mais qui est indispensable pour créer une base et pour construire une maison. Et c'est à partir de là que je me suis intéressé et que j'ai pu collaborer et que je prône maintenant ce travail de préparation physique. Maintenant, je vais laisser Alex. Maintenant que j'ai mis la fondation, il va mettre les briques. Je suis totalement d'accord avec lui. Déjà, je vais reprendre une phrase que tu avais dit une fois dans un podcast, je ne sais plus quel podcast c'était. Tu avais dit que, mais on retrouve beaucoup cette phrase, c'est que les enfants, ou en tout cas les jeunes athlètes, ce n'est pas des jeunes adultes, ce n'est pas des adultes. Et ça, c'est un truc que je trouve, peut-être parce que je n'avais pas cette vision-là quand j'étais aux US et je n'avais encore jamais travaillé en Europe, mais je pense que c'est la même chose là-bas. J'avais encore jamais travaillé avec cette tranche d'âge. Ils font toujours trop spécifique et en fait, les problématiques, elles sont mises. On va même pas parler des qualités athlétiques pour l'instant, parce que oui, il y a des qualités athlétiques à développer à certains âges qui sont mieux, mais juste en termes de charge,
on en arrive à… J'ai des athlètes qui viennent, qui ont 12-13 ans avec leurs parents, qui sont pleins de bonne volonté, c'est génial, mais ils me disent, OK, comment on peut faire quand c'est que j'amène mon gosse, il ne s'entraîne pas le mardi. Je peux venir le mardi. Et enfin, oui, OK, je veux dire, c'est bon pour le business, c'est génial. Par contre, quand je parle avec vous, ce n'est pas bon pour votre gosse. Parce que le lundi, il s'entraîne une fois avec votre club, il s'entraîne le mercredi 2 fois, il s'entraîne jeudi, vendredi, et pour le peu qu'il soit bon, il est avec les U15 le samedi et avec les U17 ou son équipe le dimanche. Et le truc, il y a bientôt l'équipe nationale qui arrive. C'est ça, mais en plus de ça, c'est même pas… Il pourrait se dire, oh, en U15, il joue avec son équipe, et en U15, il joue, mais un petit peu moins. Ouais. Non, il joue tout le match. Ouais. Et après, tu veux développer les qualités athlétiques du gamin, sauf que quand tu commences à faire courir, tu t'aperçois que le gamin, il a mal au genou, quoi. Il a mal au dos, il a mal au genou, et que avant même de vouloir développer quelque chose, il va falloir commencer par ça. Ça va être des Osgood, ça va être même sans le savoir en fait, même sans qui viennent voir Mathieu, il y a les 3/4 qu'il faut d'abord passer par ça, quoi. Donc il leur manque une base, il leur manque une fondation, et en plus de ça, on met trop de volume, trop de spécificité par-dessus. Et je veux dire, avec la perspective que vous avez là, enfin, moi je le vois, c'est une problématique qui, et dites-moi ce que vous en pensez, se retrouve un peu dans tous les sports et à tous les niveaux aussi, dans le sens où même au niveau professionnel, on voit des calendriers qui sont de plus en plus remplis, de moins en moins de temps mort, d'intersaison dans différents sports. Je pense qu'il y a aussi les jeux. Alors, à mon sens, ici, des fois, dans le bassin, on va dire dans le bassin dans lequel on évolue, les gens ne se font pas assez confiance. Ils veulent de la quantité et ils oublient la qualité. Ouais. Tu vois, je pense que des fois, on va vouloir mettre une deuxième séance qui ne sert pas, physiologiquement, neuromusculairement, intellectuellement, mais il faut la mettre. Parce que, tel grand club, on s'entraîne beaucoup. Moi, c'est ce que je dis toujours aux parents. J'ai eu la chance de travailler avec des physios ou des kinés dans des grands clubs de foot, Barcelone, Manchester et Liverpool. Quand j'ai des parents ici qui viennent me dire mon Dieu, mais vous allez diminuer la charge d'entraînement de mon enfant qui va passer de 5 entraînements à 3 entraînements. Je fais, à votre avis, au Barça, à son âge, il s'entraîne combien de fois? Je ne sais pas, 8, 9, non, 3. Par contre, ils savent ce qu'ils font. Ils ont un projet. Le problème, c'est de ne pas avoir de projet et juste vouloir empiler du volume. C'est ça, et de ne pas se dire, et ça s'appelle long-term athlete development, il y a le terme long terme dedans, mais on perd peut-être cette perspective parce qu'on veut maintenant tout de suite. Parce que, comme tu l'as dit, on voit des gens s'entraîner dur, donc on se dit, si on s'entraîne plus dur, plus vite et plus souvent, on va être mieux. Alors que, encore une fois, comme tu l'as dit, c'est pas des petits adultes. C'est un organisme qui est en croissance, qui est pas dans le même contexte, et donc on ne peut pas le traiter de la même manière. Et le truc, c'est qu'en fait, dans les gros clubs, à Pittsburgh, on avait eu une intervention du responsable de l'académie d'Arsenal qui nous avait montré ce qu'ils faisaient là-bas. Mais en fait, eux, c'est normal, ils ont beaucoup plus de temps. Comme tu dis, ils ont tous les joueurs, c'est cool. Mais les gamins, ils touchaient 2-3 fois au ballon. Et derrière, ils avaient des cours de tennis, ils avaient des cours de basket, des cours de sprint. Je veux dire, les gars, mais oui. Donc, tu crées, en fait, c'est ça, tu crées une base de compétences motrices et athlétiques qui est énorme, mais qui est extrêmement vaste. Et le fait que tu introduises tant de variétés, ça ne permet pas une surcharge trop importante de certains mouvements. La diversification, c'est le terme qui est souvent employé, et à mes yeux, mais primordial. Et aujourd'hui, notre société et notre culture et notre idée du sport de haut niveau, c'est mon enfant, il doit être vite repéré, vite avoir de l'intensité, comme ça, il sera vite repéré. Alors oui, sur un certain niveau, oui, il y en a qui vont passer le filtre, il y en a qui évoluent avec peu de blessures et puis ils ont probablement un potentiel génétique, ils ont acquis des bases par eux-mêmes ou de façon organisée. Mais à la fin de la journée, on en casse énormément. Et cette diversification, c'est pour moi une des clés. Après, ça nécessite, quand dans un club organisé, on a du temps, de savoir dire « je fais autrement, je fais autre chose ». Et ça, c'est difficile à tenir. Ça, je pense que la pression des parents, la pression du résultat contre le petit club là, des U15, et puis on a l'impression qu'on joue la finale de la Coupe du Monde. La pression des clubs et mon expérience, après, ma dernière expérience, c'est mon gamin. J'ai un gamin, il a 10 ans, il joue au foot, je suis effaré. 10 ans au foot. Parfois, on voit des situations
autour d'un terrain ou n'importe quoi, mais ils sont à pleurer, à pleurer. Les gens n'ont pas compris. Ça devrait être interdit pour moi. Les parents sur compétition ne devraient pas être autorisés. Je suis désolé, je suis un peu radical. J'aime bien avoir mon père auprès de moi quand même. Oui, je sais, mais à un certain âge, je suis d'accord. Mais à un moment, si on confie nos enfants à un coach, je me souviens, c'est un podcast, c'est une interview d'un coach de basketball qui disait, attendez, vous confiez votre enfant à un coach qui va prendre sur son temps, il paye, pas payé, on ne sait pas, qui prend sur son temps de famille, qui va se déplacer. À un moment, c'est qu'on lui fait confiance et qu'on lui donne cette partie d'éducation de ton enfant. Moi, je suis très là-dedans. Je respecte énormément cette partie-là. Et je n'ai pas à être là à dire non, tu devrais courir plus vite. Ah, je pense que si on faisait un 4-4-2, ce serait plus intéressant. Ce n'est pas ma compétence, même si je peux avoir mon idée. Mais aujourd'hui, mon enfant, quand on va à l'école, on n'est pas derrière le dos de l'institutrice en train de dire « Ah, moi, le 4+4, je n'aurais pas vraiment fait comme ça, j'aurais peut-être fait… » Non. On est tous des experts. Voilà. Surtout quand c'est son gamin. Exactement, c'est ça. Ouais. Donc, cette expérience avec son propre gamin est assez intéressante et ça met pas mal en perspective. Moi, ça m'aide beaucoup aussi par rapport à quand je reçois les parents parce que je vois leurs attentes, je vois dans les yeux des gamins aussi, beaucoup la frustration ou l'incompréhension. C'est aussi un bon moment c'est un moment charnière aussi dans une carrière, enfin moi dans ma carrière pour encore avoir une autre vision et me mettre parfois de l'autre côté de la barrière. Alex, je veux qu'on parle un petit peu de charge au niveau de l'organisme pour ces jeunes. Avant ça, peut-être un premier petit message ou premier petit tips pour les gens qui nous écoutent, parents ou futurs parents. Si tu veux que ton gamin il s'épanouisse, et deux, lui donner les meilleures chances de réussir sur le long terme, parce qu'encore une fois, c'est ça qu'on recherche. C'est cool d'avoir un enfant champion à 12 ans, mais si ça veut dire qu'à 18 ans, il est cassé, ça ne sert à rien. Donc, autant lui donner les bases pour une carrière dans le sport potentiellement qui peut être fructueuse. On veut faire en sorte qu'il touche à beaucoup de sports différents. Donc, peut-être que ce n'est pas 7 fois dans le même sport dans la semaine, mais c'est peut-être 2 ou 3 sports différents, 1 à 2 fois dans la semaine, histoire d'avoir cette diversification justement des compétences. Et ne pas oublier que le repos fait partie de la performance. C'est-à-dire gérer la charge, enfin, vous connaissez ça mieux que moi, mais que ne pas oublier que l'enfant a besoin aussi d'un environnement social, de voir ses potes, d'aller aux anniversaires, de manger des bonbons, de faire des conneries. C'est ça une vie d'enfant. Et que après, on peut avoir des entraînements structurés ou il doit avoir des intentions. C'est-à-dire que je pense que ça peut être ludique, mais en ayant une intention derrière. Et ça, c'est important. Et puis après, savoir aller chercher plein de sports, un sport d'équipe, un sport de raquette, un sport artistique. Voilà, je pense qu'il ne faut pas hésiter jusqu'à 12 ans. On est dans la découverte. Moi, je pousserai jusqu'à 12 ans. À 14 ans, on commence tout doucement à parler performance. Il y a les anglo-saxons, train to have fun, train to play, train to compete and train to perform. Moi, j'aime bien cette gradation-là. Moi, ça commence ça, je suis d'accord. Je ne suis pas un bon vendeur pour Motion Lab parce que la première chose que je conseille aux gens quand je vois qu'ils font trop, c'est déjà, je leur pose la question, combien de jours de congé il a votre enfant? Si j'entends 1 ou 0, je vais lui dire, mais revenez cet été, vous n'aurez pas l'école, on aura le temps de développer un truc, vous viendrez peut-être 2-3 fois dans la semaine au lieu de venir une fois pendant 3 mois, alors vous avez déjà l'école, vous avez déjà les compètes et tout ça, c'est pas grave, au pire on prend un peu plus de temps, vous n'êtes pas pressé. J'ai toujours tendance à conseiller 2 jours de repos, pas forcément dans la suite, placez-les comme vous voulez, mais 2 jours de repos. Et je leur dis, c'est pas le but de rien faire. S'ils veulent aller faire du roller, faire un foot avec leurs potes, mais en fait, les sortir de la dimension, je m'entraîne pour performer dans mon sport, pour être meilleur dans mon sport. Et aller faire un foot avec ses potes, c'est avoir du fun, quoi. Parce que comme tu le dis, et comme tu disais aussi, il y a autant l'aspect physique où on a besoin de se reposer, mais l'aspect psychologique aussi, et de ne pas uniquement s'identifier à son sport et d'avoir sa personnalité qui est simplement dans le sport. Et c'est tout ce qu'on a en fait. Si tu n'as rien à côté, le jour où ça se passe mal en sport, tout s'effondre. Tout s'effondre. J'ai un gamin qui a 14 ans là, qui est amoureux de sa première copine. Donc à chaque fois, pour rigoler, je discute un peu avec lui, puis je me rends compte qu'aujourd'hui ça ne va pas, et il me dit elle n'a pas voulu manger avec moi, il y a des disputes, etc. Mais il n'avait pas forcément envie, on le sentait, et ça, c'est tout bête, mais c'est à cet âge-là que tu as tes premiers amours, tes tout premiers problèmes. À l'école, il y en a certains qui vivent plus ou moins bien que d'autres.
Et puis oui, mais ça doit être pris en compte. Et malheureusement, je pense que toute cette charge-là n'est pas prise en compte. Et encore, je ne suis pas du tout un expert à fond dans la prise en charge, la monitoring de la charge, etc. Mais ça ne fait pas de mal de savoir que le gamin il doit dormir 8 heures par jour, au moins les conseiller. Ouais. Et puis souvent, à cet âge-là, ça reste du bon sens. Ouais, je pense qu'on perd un moment, dans certaines consultes, je dis, mais là, on perd pied, les enfants. Là, honnêtement, on a juste perdu un peu de bon sens. Non, mais quand le gamin n'arrive pas à marcher, il boite, et que la première question des parents, c'est « Alors, il peut jouer samedi ?» et qu'on est le jeudi, je fais « Honnêtement, vous avez vraiment besoin de moi pour répondre à cette question ?» Je fais non. Après, le problème, c'est après, ce que je dis, être parent d'un enfant sportif, c'est un métier. C'est super dur. C'est vrai. C'est tanné. Peut-être du travail à faire au niveau psychologique, au niveau détachement, au niveau attente, etc. Clairement. Et la dernière, on avait une soirée avec les parents de Ginevaux, justement, où c'est aussi la gymnastique est aussi un milieu ultra compétitif, où on est dans la spécialisation précoce parce que il y a probablement des figures qui sont acquises très tôt et qu'elles s'acquièrent dans des âges très 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 tôt, donc ça donne des carrières très décalées avec des carrières qui débutent tôt mais qui se terminent aussi très tôt. Et puis toute la problématique autour de la gymnastique chez des jeunes garçons ou filles lui on parle 7, 8, 9, 10 ans, donc c'est très 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 tôt. Et de cet aspect émotionnel, cognitif qui n'est pas encore là. Ouais. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Faut bien comprendre qu'il y a le développement physique, le développement sexuel, le développement biologique, le développement hormonal et le développement cérébral et cognitif. Ça ne sert à rien. On dit nos gamins, ils prennent aucune considération des risques. Oui, parce que leur lobe frontal, pour l'instant, se développe. Et ensuite, on va venir sur des choses, des aires qui vont être assimiler des tactiques, assimiler des consignes complexes. Il ne faut pas l'oublier dans le développement. Dans le LTAD, il y a ce développement cognitif qui est primordial. Ça ne sert à rien d'essayer d'inventer des choses ultra complexes chez des jeunes gens. Ils ne peuvent pas, à ce moment-là, l'intégrer, l'assimiler. Il y a d'autres choses à faire. Et voilà, il y a d'autres choses. Si Alex, on parle charge d'entraînement, donc on parle l'effet de la charge d'entraînement sur un organisme qui est en développement, quelles sont pour toi les choses les plus importantes à considérer quand on parle de cet aspect-là de la préparation physique notamment? Tu veux dire si moi, il vient en plus faire l'entraînement? Ouais, comment est-ce que tu vas? Tu as parlé un petit peu comme tu l'as dit, de stratégies extrêmement simples. Par exemple, venez me voir à l'intersaison. Voilà. Mais il va y avoir 2 cas de figure, on va dire. Ouais. En tout cas, actuellement, moi, j'ai eu que 2 cas de figure et je suis ravi de discuter avec d'autres gens qui ont d'autres problématiques. J'adore même poser des questions sur d'autres podcasts, etc. Il y a ceux qui vont venir une fois par semaine pour ajouter un entraînement à leurs enfants parce que ils considèrent que dans leur club, ils n'en font pas assez, ou etc. Ou même, ils n'en ont pas du tout. Ça dépend, le club, les besoins, les moyens qu'ils ont. Et là, je vais me concentrer sur toutes les progressions de mouvement qui vont leur servir toute leur vie, j'ai envie de dire, de sportif, et même s'ils ne sont pas sportifs. C'est-à-dire que apprendre à faire un squat, ça ne s'apprend pas avec une barre sur le dos. D'accord ? Alors, montrez-moi, il n'y a pas de problème, mais apprendre à faire un squat ne s'apprend pas avec une barre sur le dos. Comme on n'apprend pas à faire un saut en faisant du drop jump d'un coup. C'est-à-dire, au bout d'un moment, c'est juste du bon sens, encore une fois. Mais le problème, c'est que ces gamins qui viennent à 13 ans et qui jouent avec les U15, quand ils vont en préparation physique avec leur club, vu que les U15, eux, ils ont peut-être appris un peu avant à faire du squat, et eux, ils vont faire le même entraînement. Mais le coach, je comprends, il y a 40 gamins, moi j'en ai 3 par séance. Le problème, c'est qu'il y a 40 gamins, ils ont tous la barre sur le dos, donc lui, il va se challenger, mais avec la balle sur le dos, alors qu'il ne sait déjà pas faire de squat. Il me revient une semaine après, ou alors j'ai la maman au téléphone, oui, je ne comprends pas, mon enfant, il a mal partout, au genou, au dos, à la tête. Ok, alors, nous, on reprend depuis le début, il a l'impression de faire 2 pas en arrière parce qu'il me dit, j'ai déjà fait des squats. Oui, mais on va refaire le squat, tu vas faire un goblet squat avec une box, tu vas apprendre à atterrir, tu vas apprendre à sauter, tu vas apprendre à… Rien qu'à faire un carry, un truc dans le genre. Et pour moi, ça, c'est la charge d'entraînement que je vais rajouter, elle va être très simple, avec du volume, mais ça ne va pas trop non plus, sur 3 mouvements, avec des petits mouvements juste après, donc de saut, pliométrique, j'aime bien mettre un peu de carry, des trucs dans le genre. En fait, tout ce qui va couvrir le panel d'exercices que tu peux retrouver toute ta vie, c'est juste que tu vas avoir des progressions sur ces exercices. Et ça, c'est en fonction de l'âge. En fonction de l'âge et aussi au niveau du… Comment dire ? Parce qu'ils n'ont pas que 12-14 ans.
Mais une personne qui vient me voir qui a 16 ou 17 ans, on va dire que j'ai une trame de programme d'exercices qu'on va faire. Mais si par exemple, je sais que si moi dans mon front squat, d'habitude, ça commence par front squat. Si c'est ne pas faire, ben, on va retourner au gobelet. Il va avoir d'autres exercices et on va retourner ici et on va aller en progression encore une fois. Ça, c'est s'ils viennent une fois par semaine. Et ça dépendra combien de fois ils viennent. Il y a des fois où j'aime bien quand ils viennent 2 fois. Et je vais faire des séances de sprint ou de technique de course. J'adore ça. Je trouve qu'avoir un bon rythme et une bonne coordination, ça fait partie du truc. Et s'ils viennent une fois par semaine, je le mets dans l'échauffement. Je le mets dans l'échauffement parce que je trouve que c'est hyper intéressant de savoir juste monter sur une pointe de pied, un talon, faire juste un marché déroulé. Putain, c'est un monté de genou correct, un maintien sur une jambe. Et tu as parlé de rythme et de coordination, c'est ça aussi, c'est passer un peu de temps à penser à soi, comment est-ce que je bouge. Ça, je le fais beaucoup avec les 2-3 jeunes avec qui je travaille. C'est voilà, des gammes athlétiques, mais des choses extrêmement simples. Un escape, et faire en sorte que le gamin il dise tatam, et juste qui comprennent en fait ce triste. Et il y a un truc qui est assez intéressant qu'on avait développé aussi, c'est de se rendre compte que ça va être des gamins qui vont grandir aussi et que parfois il y a des petits retours en arrière. C'est-à-dire la phase de croissance rapide, le PHV, Peak Height Velocity, est aussi une phase un petit peu challengeant pour les coachs, les entraîneurs, parce qu'on voit des retours en arrière. Et ouais, quand tu prends 4-5 cm en quelques mois, forcément ta coordination motrice, ta tension ligamentaire, ta tension musculaire, etc., sont détériorées ou sont modifiées, on va dire. Donc, oui, j'aime ce côté, comme tu dis, j'ai un gars de 14 ans, oui, j'ai une trame, mais je n'ai pas peur de repartir en arrière. Et parce qu'au final, ça donne toujours une base sûre de départ, ou alors tu peux la revisiter. Et même si tu regardes même, je connais Phil Darou, qui travaille avec pas mal de gars dans l'UFC, et qui fait, tu vois les vidéos qu'il fait, c'est clair, quand tu travailles chaque jour, plusieurs fois par jour avec un athlète, tu vas faire des choses extrêmement basiques, mais ça te permet de faire plus de volume, ça te permet d'approfondir des petits détails dans tous ces patterns qui sont extrêmement en guillemets simples et que peut-être beaucoup diraient c'est trop simple donc je veux faire plus compliqué, mais au final c'est faire cette base extrêmement bien qui sur le long terme va avoir le plus d'effets positifs. Surtout que là on parle vraiment de développement chez les jeunes, donc long time athletic development, mais de manière générale je fais partie en tout cas du groupe qui c'est bien de vouloir chercher à faire de la spécialisation, mais je trouve qu'il y a tellement de choses à développer avant même ça. Pour moi un squat, il y a tellement de façons de faire un squat ou tellement de façons de développer ses qualités athlétiques. Tu n'as pas besoin de faire… Pendant longtemps, j'ai failli me faire attraper par ça parce que je trouvais ça cool, les vidéos que je trouvais sur Instagram, etc. J'ai failli me faire avoir, mais je me rendais compte qu'en fait, moi, je le maîtrisais, ces mouvements-là, parce que je m'entraîne tout le temps. Et tu ne peux pas faire un lane mine où le mec, il vient, il lance la barre en l'air et il la rattrape sur 2 pieds et puis tu le montes. Non. Mais de toute façon, au final, exactement, transfert ou quoi. Non, et tu réalises que plus tu essaies de complexifier les choses, moins en fait tu travailles de choses spécifiques. Et au final, tu perds à faire des trucs super compliqués, comme essayer de faire un bicep curl avec un lunge. Au final, tu auras peut-être meilleur temps de faire soit un bicep curl comme il faut, soit un lunge comme il faut, et t'en retires quelque chose de plus. Ça, c'est aussi un peu l'impact des réseaux sociaux. Moi, je sais pas, là, c'est une question que je vous pose. Est-ce qu'il y a un impact? Parce qu'on voit des exercices ultra compliqués où tu te dis en effet, putain, c'est quoi le but là? Ah ouais, alors tu vas faire ça et en même temps, tu vas devoir faire ça, et puis tu as un bout d'instabilité là, et tu as de la charge. Oh putain, ah ouais, ça envoie quand même. Il y a eu un impact pour vous des TikTok, des vidéos qu'on balance comme ça, Instagram, etc. Alors, quand tu vois, moi, il y en a un qui est incroyable sur les réseaux sociaux, mais il fait marrer tout le monde parce qu'il te fait un trap bar au-dessus de la tête, il a une safety bar au-dessus, tu vois de qui je parle. C'est un truc de ouf, ce mec. Je l'ai reçu sur le podcast. C'est pas genre, en fait, c'est rocambolesque. Okay. Tu te dis, mais en fait, alors lui, en plus, il a que des monstres de joueurs. Forcément. Mais c'est quoi? C'est ce que je lui ai dit pendant l'interview. Et je pense qu'à sa défense, à mon avis, c'est une des raisons pour lesquelles il peut se permettre de faire tous ces trucs-là. C'est parce qu'il a des gars qui ont déjà plusieurs années en NFL, qui sont à la pointe de leur jeu. Tu ne vas pas lui faire gagner 5 kilos sur son squat. Le coût engendré par un gain de 5 kilos sur le squat sera une charge tellement énorme pour un gars comme ça qu'au final, tu as meilleur temps de faire du cirque, entre guillemets. Mais au final, le mec, il va en ressortir quelque chose parce qu'il y a beaucoup de variétés. Il y a énormément… tu as parlé d'instabilité, des choses que tu verrais nulle part d'autre.
Mais au final, je dirais que s'il y a une population avec laquelle tu peux te permettre de faire ça, c'est avec des athlètes qui sont déjà au top physiquement, parce que l'alternative, c'est quoi? C'est que tu les pousses pour gagner 5 kilos sur leur squat, et c'est là où tu as peut-être un peu plus de risque de blessure qu'en faisant, comme tu as dit, un kettlebell à l'envers, au-dessus de la tête, sur un beau yeux, etc. Et c'est là où je pense que mes plus grandes inspirations, ça va être les méthodes de Thibaudeau qui vont être très simples, mais qui va varier énormément toutes les méthodes. Il reste sur des exercices qui sont simples. Ouais. C'est juste des progressions. Moi, du coup, je connais le FCG, mais l'autre génération, ceux qui sont là, les préparateurs physiques du FCG, Lucas Granja, tous ces gars-là, c'est des gars que j'admire beaucoup. Ils ont mon âge. Hein. J'admire beaucoup parce qu'ils sont super simples. Putain, mais ils vont droit au but. Moi, à chaque fois que je leur parle, je suis là, mais ouais, moi, je veux faire trop compliqué. Et ressaisissons-nous. Allons droit au but, développons tranquillement les mouvements des gars, surtout des jeunes. On développe leurs mouvements, la façon dont ils font tout correctement, etc. On corrige quelques mobilités s'il y a un manque de mobilité ou quoi que ce soit. Et ça va tout seul, quoi. Et tu as vraiment un impact. Et tu arrives à le voir en plus. Et j'ai une question encore pour vous deux là. Vas-y. Vous ne pensez pas que ça devrait être fait à l'école? Ah oui, mais je pense qu'à mon sens, puisqu'on parle finalement de patterns de base où vous dites on plante pour le sport, mais aussi pour l'humain qui va se développer, etc. Je vais essayer de ne pas remettre en question le système éducatif au complet parce que c'est peut-être pas le. Déjà, c'est pas ma place et en plus, c'est pour ça que je t'ai posé la question. Ça me permet de te lancer, tu vois, de te mettre au bord du ravin et j'ai plus qu'à souffler. Ouais, mais là, je vais sauter. Non, je pense que les compétences qui sont enseignées aux jeunes, aux enfants à l'école aujourd'hui, elles ne reflètent pas les nécessités du monde dans lequel ils vont grandir par la suite sur beaucoup de facettes différentes. Et on va rester sur le sport, mais on pourrait parler au niveau économique, on pourrait parler au niveau nutritionnel, prendre soin de soi. Comment est-ce que tu te nourris? Comment est-ce que tu maintiens ton état corporel pour que tu puisses vieillir, que tu puisses déjà grandir dans un premier temps, mais aussi par la suite vieillir sans payer les pots cassés, parce qu'il y a vraiment des compétences de base qu'on devrait tous avoir à la sortie de l'école, à mon avis, qui ne sont absolument pas mises en avant. Et le sport en est une. Mon gamin, il a 1 heure de sport par semaine. Et encore, c'était en automne, quand il avait 2-3 soucis avec ses camarades et qu'il avait la peine à tenir en place, il perdait son heure de sport. Donc, le gamin qui a le plus besoin de bouger dans la classe, parce que c'est mon gamin, je me demande pourquoi, mais je sais pourquoi, il perd son heure de sport parce qu'il bougeait trop. Tu vois, et alors que c'est certainement un gamin qui aurait besoin, là, tu vois, il fait du judo 3 jours par semaine, il fait d'autres activités encore à côté, et là, il est épanoui, il dort bien le soir, mais il a besoin de beaucoup plus. Et de toute façon, je pense que les enfants, de manière générale, auraient besoin de plusieurs heures par semaine d'activité physique encadrée à l'école pour développer toutes ces compétences motrices de base qui leur permettront ensuite, 1, de prendre soin d'eux-mêmes, 2, de ne pas avoir des problèmes très très tôt, beaucoup trop tôt, certains diront, tu pourras en parler après, et 3, encore une fois, se donner une chance de réussir dans le sport, mais aussi dans la vie sur le long terme. Donc ça, c'est ma perspective. Je suis d'accord, alors moi je te rejoins à 300%, je pense qu'il manque la qualité. Il y a une quantité, il y a un nombre d'heures, mais il n'y a pas la pertinence et la qualité de spécialistes comme vous qui, à mon sens, devraient intégrer le système éducatif. Et comme quand tu dis, moi aussi, je suis effaré qu'on essaie de leur apprendre à jeter. Alors, ils vont jeter 100 fois le ballon, mais on ne va jamais leur apprendre la qualité de jeter. À le ramasser. Aussi. Ou à le ramasser, on reste sur des patterns extrêmement simples. Clairement. Et comme tu le disais avant, tu me posais la question sur les réseaux sociaux avant, j'ai eu la chance assez tôt d'avoir des influences comme Pat Davidson et d'autres qui sont extrêmement compétents en tant que coach et en tant qu'éducateur pour les coachs, qui très tôt m'ont forcé à catégoriser les mouvements, à essayer d'établir des catégories claires. Voilà, quel pattern est-ce qu'on fait là? Est-ce qu'on est sur de la locomotion? Est-ce qu'on est sur de l'explosif, sur du balistique, avec charge, sans charge, sur un squat, sur un pivot au niveau des hanches, sur l'unilatéral, sur du bilatéral, et essayer de comprendre et de catégoriser. Et dès le moment où j'ai pu mettre en place ces différentes catégories, à partir de là, comme tu l'as dit,
ça coule de source en fait, parce que tu travailles à partir de principes et plus à partir de méthodes en te disant non, ça c'est une méthode qui est super cool donc je vais faire ça. Non, c'est quel est le cadre, qu'est-ce qu'ils ont besoin d'apprendre et si les jeunes ils peuvent apprendre à ramper, contrôler leur sangle abdominale dans différentes positions, comme tu l'as dit, sauter, lancer des balles, des choses extrêmement simples. Et tu peux trouver une infinité d'exercices et de variations avec lesquels explorer ces différentes choses. Et à mon sens, c'est de ça qu'ils auraient besoin le plus tôt possible. Je te rejoins à 200% là-dessus. 200%. Et de toute façon, tu as raison, hein, une fois que tu as compris les grands patterns et les grands schémas de progression, c'est comme avec les physios. Hein, on peut faire vraiment le même parallèle. Hein. Il n'y a pas de méthode miracle. C'est juste connaître les patterns de mouvement, les difficultés d'exercice. Savoir où tu commences avec la personne. Et c'est que ça, la physio, finalement. Hein. Aujourd'hui, ce n'est pas le massage, les papous, les bisous. Hein. C'est savoir analyser un pattern de mouvement, savoir connaître une pathologie et à partir de là, avoir une baseline. Exactement. Et c'est ça. Et comme tu dis, une fois que tu as les idées claires sur de où je commence, quelles sont mes possibilités de progression et quel stress ou quelle intervention je vais y mettre, ça devient, ça coule de source, comme tu dis, c'est clair. Et ne soyons pas toujours trop compliqués. Non, c'est pas Instagrammable. Mais c'est pas Instagrammable. Ouais, parce que tu fais toujours ou alors, oui, ça l'est. Parce que tu vois… des progressions, mais je veux dire… Mais oui, ouais. et au final, et je pense que c'est aussi notre job à nous de mettre les choses en avant qui nous semblent pertinentes et sont intéressantes, pas pour les vues, pas pour impressionner les autres coachs, parce que je pense qu'on tombe beaucoup là-dedans aussi, c'est en tant que coach, on veut impressionner les autres coachs, parce que on veut se légitimiser dans notre profession, avec nos pairs, etc. Donc, on a cette tendance-là. Mais c'est vrai que d'avoir un avant-après avec un gamin qui ne savait pas bouger et pas courir, et après avoir une vidéo de lui 2, 3, 5, 6 mois plus tard où tu le vois faire un démarrage, une accélération propre en ordre, et ben, c'est des choses qui se manifestent quand même. Et ça, si tu arrives à apprendre, à enseigner à un gamin à avoir ces compétences-là sur le long terme, tu as coché quasiment toutes les cases. Et tu vois, je pense que c'est des personnes comme toi. Alors, je sais pas, tu fais du coaching privé, il me semble, tu as des équipes aussi. Mais moi, ici, j'ai des sessions où j'ai que 3 gamins par. Et encore, j'ai dit gamins, mais ils peuvent avoir tout âge. Bref, j'en ai que 3 âges. Nous, on a la chance, c'est que tu as un petit groupe, tu peux revenir sur des petites choses, tu peux vraiment développer tout le truc. Qu'un club, il peut le faire, mais il va dire les grandes lignes, il va laisser faire, mais il y a moins de chances de correction parce que tu as un collectif beaucoup plus grand. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que autant on parle du scolaire, autant je pense que nous, la place préparateur physique, comme ça en privé, je ne parle pas dans les clubs, même s'il y en a qui le font très très bien, c'est qu'on a une place pour laisser venir les gamins de temps en temps, une fois par mois, une fois par semaine, peu importe, on va peut-être se charger sur peut-être corriger quelques mouvements qui ne sont pas forcément bien faits, un squat, un sprint, un monté de genoux, un lunge, etc. C'est notre place vraiment. Et le problème qu'on a actuellement, je parle ici à Motion Lab, et c'est pour ça d'ailleurs au début on en parlait parce qu'on avait des problématiques là-dessus énormes, c'est qu'on a des clubs qui n'autorisent pas leurs athlètes, leurs jeunes joueurs, on parle de joueurs qui ont 12-14 ans, qui ne les autorisent pas à venir à Motion Lab ou alors aller sur la glace synthétique qu'on a de l'autre côté pour faire du technique. On ne sait même pas pourquoi. Ils disent juste aux parents, vous les envoyez, on ne fait pas jouer votre gosse. Ou alors, on les redescend. Ils vont jouer en deuxième ligne. En deuxième ligne, on parle en hockey. C'est la plus grosse problématique qu'on a actuellement. On se bat. Je n'ai pas le droit de mettre des vidéos des gars que j'entraîne. C'est les parents qui viennent me voir parce que sinon, ils ne vont pas jouer. Ouais, il y a parfois, en effet, c'est un peu prise en otage. Alors, voilà, qu'elle soit du club, du coach, parce que, alors, on a aussi une part de responsabilité, c'est qu'on n'arrive pas non plus à expliquer le projet, je pense. Et que c'est difficile aussi, comme tu dis, ta plus grosse difficulté, c'est d'essayer de comprendre déjà la charge, comment elle est répartie dans un club, si elle est répartie, interrogation. Et si elle est bien répartie, comment ne pas tout détériorer et faire quelque chose qui ait du sens sans surcharger la tête. Exactement. Encore une fois, on ne va pas tout massacrer. Mais quand on parlait de faire bien les mouvements et pour tout ce qu'on a parlé depuis 20 minutes, ça passe par ça. Ça passe par aller voir peut-être un petit expert qui, je ne sais pas, prendre un cours de quelques séances de technique de sprint. Et je ne suis pas un expert, mais par contre, un vrai expert de technique de sprint ou quelqu'un qui a fait de l'athlé,
ça a du sens quand tu veux apprendre à un gamin à courir, que tu n'arrives pas à corriger ça dans ton club, tu n'as peut-être pas les compétences. Peut-être laisser justement l'opportunité aux parents déjà de choisir, c'est pas au coach de choisir de ce que va faire leur gamin. Laisser l'opportunité d'aller mieux faire des mouvements, mieux exécuter, essayer d'avoir peut-être moins de douleur au genou ou quoi que ce soit. Ça a énormément de sens. Et actuellement, il y a un problème. Il y a un problème, on va y revenir. Je voulais parler, avant qu'on attaque là-dedans, je voulais parler un petit peu côté médical. Toi, ce que tu vois au niveau de ta pratique, au niveau de cette spécialisation précoce, parce qu'on est un peu en plein dedans là, en parlant de jeunes qui font leur sport, mais qui sont peut-être parfois même pas autorisés à faire autre chose en dehors parce que c'est pas leur sport de manière spécifique ou alors pour d'autres raisons, mais encore une fois, on y reviendra. Mais donc, de ton point de vue, la spécialisation, quel est le coût de la spécialisation précoce des jeunes? La spécialisation précoce, pour moi, c'est l'invention des médecins du sport. C'est un business model. C'est si on veut remplir nos consultations, il faut faire de la spécialisation précoce. Donc, je remercie tous les clubs qui font de la spécialisation précoce, ça remplit ma consultation. Mais à part ça m'emmerde. C'est-à-dire que concrètement, à nouveau, avec juste un tout petit peu de bon sens, on arriverait à arrêter. Moi, je suis malheureux quand je vois les gamins qui ont entre 10 et 13 ans qui traînent ma consultation. Ce n'est pas normal. Le sport n'est pas à 12-13 ans. On ne doit pas, pendant une saison, avoir vu 5 fois le médecin, avoir fait 6 mois de physiothérapie. Et du chiro. Et du chiro, et de l'ostéo, et tout ce qui va autour. Je m'inclus largement dedans. Ouais. Pour moi, c'est un échec. Ouais. C'est un échec et je m'inclus dedans. Je m'inclus dans le système. Je n'ai aucun problème. Mais pour moi, c'est un échec. Ce n'est pas ça, pour moi, la vision du sport. Surtout à ces âges-là. Donc, voilà, la spécialisation précoce, c'est répéter les mêmes mouvements sur des terrains, alors plus ou moins de qualité, avec des changements, on peut y revenir, et donc qui vont surcharger des zones musculo-tendineuses et essentiellement pour les enfants tendino-osseuses, c'est-à-dire l'insertion des tendons sur l'os, qui sont des zones immatures. C'est-à-dire qu'on va avoir une flambée de ce qu'on appelle les pathologies de croissance. Pathologies de croissance, alors dans 80% des cas, c'est des pathologies transitoires qui ont peu de séquelles. On peut y revenir, il y en a certaines qui ont des séquelles. Mais voilà, c'est aujourd'hui, je ne fais que courir, taper dans un ballon, sauter 5 fois par semaine. Je ne sais rien faire d'autre. Moi, dans ma consulte, je demande toujours un squat unipodal, un saut. Bon. Et puis alors les gamins me disent, mais pourquoi tu demandes ça? Je leur dis, mon gars, si tu ne sais pas faire un squat sur une jambe, ça va être difficile de faire un contrôle orienté et te positionner. Ah, là tu commences à avoir un petit peu leur attention. Et voilà, les mouvements de base ne sont pas acquis. Et donc, jour après jour, ils vont utiliser leur pattern de mouvement qui n'est pas forcément correct et vont solliciter, à mon avis, surcharger le tendon rotulien, de la partie proximale ou distale, etc. Et donc, tous les points de faiblesse sont ces zones de cartilage de croissance qui, progressivement, à différentes périodes de la vie, vont se transformer en os. Donc, on a tous les noms égocentriques de médecins et chirurgiens, Osmund Schletter, Severs, Sinding Larsen, etc. Donc, tous des gens qui ont voulu donner un nom à une pathologie. Et puis, tu vois un petit peu toute la panoplie selon les sports. Donc, il y a des sports qui vont être plutôt du membre sup, tu vas trouver plutôt de la pathologie sur les coudes, les gymnastes sur les poignets, les footeux sur les genoux, les gymnastes sur le talon, et puis les pathologies de hanche. On y reviendra. Là, je veux mettre un petit mot sur la pathologie de hanche, qui est un vrai challenge, à mes yeux, qui est aujourd'hui le plus gros des challenges que j'ai. Et voilà, donc ces gamins viennent avec des douleurs qui sont soit pendant l'effort, soit après l'effort, qui peuvent aller jusque dans la vie courante. Et puis, et c'est après le débat qu'il y a avec les parents d'expliquer, d'éduquer, parce que c'est beaucoup, moi, ma consulte, c'est beaucoup d'éducation finalement. Les diagnostics sont rarement difficiles à faire, mais c'est de convaincre, d'éduquer, d'avoir un projet. Et moi, je me suis construit des petits tableaux décisionnels tout simples, comme tu dis, quand c'est clair dans ta tête, c'est assez simple à expliquer. Tu as des douleurs dans la vie courante, plus de 2 jours, 100% de repos. Tu as des douleurs que en post-effort, 50%. Tu as des douleurs que per-effort, 25% de diminution. Voilà, c'est simple. C'est des pourcentages. Tu as 4 entraînements, 25%, il t'en reste un. Terminé. Voilà. Soyons un peu basiques, mathématiques, et après, on va augmenter. Je suis rarement dans le repos complet.
je pense qu'il y a mieux à faire. Je pense que le mouvement peut permettre quand même de passer des situations, être malin, changer de sport, faire de la transversalité. On peut développer d'autres compétences avec d'autres sports qui ne vont pas impliquer l'articulation ou le tendon qui souffre. Et puis, éduquer. Et puis après, en physio, qu'est-ce que je demande? Pas grand-chose. Je demande de gagner du temps. Et en gagnant du temps, de retravailler les patterns de mouvement. Parce qu'on ne soigne pas une pathologie de croissance. Le temps fait une partie du boulot, la décharge fait l'autre partie. Et si on est malin, utilisons bien ces temps de repos pour construire quelque chose. Et comme tu l'as dit, peut-être construire quelque chose de complémentaire, de général. Je pense que j'avais une discussion avec Fred Cossé sur Instagram il n'y a pas longtemps sur justement cet aspect développement général, développement spécifique. Et à mon sens, on a perdu un peu le fil sur le côté général. On pense trop spécifique tout le temps. Et il y a beaucoup même d'athlètes qui ont un certain niveau dans leur sport, mais qui bénéficieraient immensement, si c'est un mot en français, d'un développement général poussé dans une compétence qui est adjacente. Et on le voit avec, je ne sais pas si vous avez vu Nils van der Poel qui a gagné en patinage la 2 vitesses au JO, qui a publié tout son programme d'entraînement sur les 3 dernières années et qui a, pendant des grosses périodes de l'année, fait que du vélo. Il ne faisait pas de patinage sur glace. Il faisait exclusivement du vélo pour sa préparation. Alors certes, il a un niveau beaucoup plus avancé, on ne va pas parler aux jeunes et leur dire de faire la même chose, mais si même à ce niveau-là, il y a une transversalité entre les qualités physiques, c'est qu'à un moment donné, ça doit pouvoir être fait à tous les niveaux et ça devrait être fait à tous les niveaux. Et c'est ce que je leur explique, je leur dis, vous savez, ce temps de douleur, parce que appeler ça une blessure, ça me saoule un peu, il n'y a rien de cassé, rien de déchiré, c'est un syndrome douloureux. Alors, j'essaie de faire avaler la pilule aux enfants parce que il y a beaucoup de frustration, alors des enfants et parfois plus des parents même d'ailleurs, mais c'est que je leur explique, ça peut être un temps de réflexion et de développement. Ne voyez pas ça comme de la perte de temps. Parfois, on va vous en faire gagner finalement. Parce que j'ai des gamins qui viennent avec un Osgood, physio, un petit peu de prépa derrière, et tu retrouves un gamin qui sait courir. Ah tiens, est-ce qu'on a vraiment perdu notre temps? Parce qu'au final, ça dépend toujours de la fenêtre à laquelle tu regardes. Est-ce que tu regardes sur la fenêtre de 3 semaines ou sur 3 ans? Parce que si tu le regardes sur 3 semaines, tu vas te dire on a perdu du temps parce qu'on a fait un peu moins. Mais si tu es sur 3 ans et que tu vois toutes ces qualités supplémentaires que tu as pu développer, au final, le jeune, il y gagne. Et après, les gamins, ils ne sont pas débiles. Après, ils viennent ici, ils disent, on est bien ici, on ne peut pas continuer. Parce qu'ils le sentent, ils font les retours aussi. Bien sûr, parce que exactement, ils voient que d'un seul coup, ça accélère mieux. Ah tiens. Ah ouais, je me fais plus bousculer. Je me fais plus bousculer sur la glace. J'arrive mieux à shooter ou ça fait des trucs comme ça. Allons-y peut-être là-dessus, Alex, pour s'il y a des jeunes qui nous écoutent, qui sont peut-être pas complètement convaincus par la préparation physique et sa place pour les jeunes athlètes. Quels sont les retours que toi tu as des jeunes avec qui tu travailles, des bienfaits de ce que tu peux leur apporter? Vas-y, vends-toi un petit peu. Moi, ils veulent tous. Le premier message que tu as, c'est que sur les parents ou les enfants, je veux être plus puissant, je veux être plus explosif. Je veux être plus puissant, plus explosif. Mon gamin, il faut qu'il patine plus vite, il faut qu'il shoot, il faut qu'il court plus vite, etc. Ok, très bien. Il faut quelques tests, etc. Moi, ça me sert plus. Il y a certains tests qui sont trop jeunes, c'est plus pour suivre un peu les performances, mais l'évolution. Mais en leur faisant gagner, rien qu'en leur faisant comprendre qu'en gagnant un peu de masse, en les rendant plus forts, tu arrives à les rendre justement plus robustes, plus rapides sur la glace. Nous, on travaille beaucoup en partenariat avec Double Angers qui gère tout ce qui est technique sur la glace. Il me dit, depuis qu'il y en a certains qui s'entraînent avec toi, ils ont des démarrages, leurs 3 premiers pas, c'est le jour et la nuit. Avant, ils étaient super lents, ils n'avaient pas de peps quand ils shootaient, etc. Ok, je vais me vendre. Je suis trop fort, mais par contre, je n'ai pas inventé la poudre. Genre, le gamin, il a juste pris un peu de masse, il a appris à sauter, donc il a appris à sauter, à courir, donc automatiquement, il a un meilleur, on va parler RFD ou quoi que ce soit, mais il a une meilleure production de force, donc automatiquement des meilleures qualités athlétiques qui se transfèrent. Et là, voilà, on a transféré. Et pourtant, le gars, je ne lui ai pas fait faire du slide board dans tous les sens comme ça. Il a fait un squat ou des lunges ou tout ça. Mais c'est juste renforcé. Ça me rappelle ce que m'avait dit le coach précédent à Nyon quand j'avais pris la prépa avec eux il y a 3 ans
2 ans et demi maintenant. En gros, je les avais, on avait 2 entraînements semaine, c'est pas beaucoup. Moi, j'avais l'échauffement à chaque entraînement et puis un petit peu de temps de préparation physique selon le moment de la saison. Et j'avais repris en été avec eux. Et en janvier, le coach, il vient me voir. Marc, je te salue d'ailleurs si tu nous écoutes. Et il vient me voir, il me dit, Sean, putain, les gars, ils sont super explosifs. Démarrage, ils sont vraiment bien. Qu'est-ce que tu as fait? Tu lui dis, c'est tout moi. J'ai dit, ça fait 6 mois qu'on fait 10 minutes de gamme athlétique 2 fois par semaine. Voilà. Et c'est tout. Mais c'est ce que je vois dans là avec le club de dédicace de… Non, mais ils sont extraordinaires. À l'US rue. Exactement, dédicace parce que… moi, je vais pas grandir. Moi, je viens faire un peu de sport. Je viens pitoyablement sauter mes 30 cm sur une plateforme le jeudi et il les entraîne. Donc, Alex entraîne ce club de 5e division. Tout profil. Donc, football amateur, tout profil. Mais c'est tous hors shape. Hein. Ils le savent. C'est génial. Non, mais c'est devenu des machines. C'est extraordinaire. Pour la 5e div. C'est extraordinaire. C'est devenu des machines de gamme athlétique. Je l'ai vu la semaine dernière. Alors, au début, ça ressemblait, je suis désolé, à pas grand-chose. Et non, mais vraiment, on aurait dû faire un avant-après parce que chez des gens qui ont juste un peu de volonté, un peu de bon sens, c'est bien encadré et c'est vraiment joli. Même à un niveau sportif, je m'en fous du niveau sportif. C'est juste. C'est des compétences. C'est des compétences de mouvement de base. Et à mon avis, ça parle. C'est des compétences athlétiques. Et qui sont beaucoup plus parlantes, à mon avis. En tout cas, c'est beau quand tu vois quelqu'un qui sait courir, qui sait bouger dans l'espace. On a l'athlète qui vient s'entraîner là tous les. On a un groupe d'athlètes de très haut niveau. Avec Kenny. Ça a de la gueule. Tout le monde regarde quand ils passent sur la piste. Quoi. Parce que le montée de genoux qu'ils font, c'est pas les montées de genoux que tout le monde sait, tu vois. C'était un bon point qu'on a eu avec la halle, qui est une zone très ouverte. Tu as vu, où on mélange des populations blessées, des populations performance, des populations sport-loisirs. Et au début, on était un peu craintifs sur ce mélange des populations. Jusqu'au jour où on a des gens moi, j'ai des patients un peu plus âgés qui me disent « Oh, puis quand on voit ça, c'est beau, puis ça nous donne envie. » Et bien ça, c'est pas mal. Et j'ai même eu, je me souviens, un très beau moment où le foot, le Lausanne Sport, donc vient aussi utiliser la halle, est venu encourager une petite dame qui faisait son bilan ISO ou un truc comme ça. Ah, ça me fait plaisir. Là, je me dis, OK, on a touché un point qui n'est pas trop mal. C'est juste montrer aux gens que c'est faisable, ça peut être accessible avec du travail. Donc ça, moi, j'aime cette mixité dans la halle à certaines périodes de la journée. Alors, tout n'est pas en même temps, mais quand ça s'étale, mais une big dédicace à ton club de foot, c'est bien ça. Et comme on l'a dit depuis le début, il n'y a pas besoin que ce soit compliqué. Il y a juste besoin que ce soit fait de manière qualitative, que ce soit fait dans la durée aussi, parce que les changements, ils ne se passent pas sur une séance. Ce n'est pas en faisant un exercice cool une fois que tu vas changer quoi que ce soit. C'est en le faisant bien, en le faisant plusieurs fois, en explorant des variations. Et en gardant le truc ludique. C'est ça. Mais je crois que tu en parlais une fois, justement, qu'avec ton équipe, tu as une équipe de rugby que tu coaches. Et tu le disais, je crois que tu faisais de la poursuite, il y en a un qui part devant, et le but, c'est de le rattraper. Mais voilà, je veux dire, moi, j'ai fait ça. Alors, avec des trucs différents, mais j'ai fait ça. Je leur ai mis un sled, ils sont morts de rire. Les gars, vous faites des fois, déjà, jambes tendues, ou alors même des sprints avec le but, c'est je vous prends au temps où on a des cellules, je vous mets 5 kilos sur le sled, allez le plus vite possible. C'est parti. Les mecs, ils se donnent à fond. Et ils ont 25, 30 ans et plus. Mais ils sont trop contents. Et ils sont tous beaucoup plus forts, ils le savent, tous ils le sentent. Ils sont beaucoup moins. Alors même, on n'a même pas fait de cardio, ils se sentent beaucoup plus, comment dire, ils peuvent tenir beaucoup plus longtemps un match, etc. Ils sont, voilà, c'est trop cool. Après, il y a un point aussi, je n'ai pas trop abordé tout à l'heure quand on parlait des pathologies de croissance. Ça, c'est aussi un truc qu'on ignore ou qu'on essaie d'ignorer. C'est l'impact de la charge sur un squelette immature. Alors vas-y, développe un peu. Je veux dire, les os longs sont faits d'os et puis souvent à chaque extrémité, on a une petite usine à construire de l'os qu'on appelle la physe. C'est une zone de cartilage de croissance. Et puis, on a maintenant de plus en plus de données, de publications sur pour montrer que des charges répétées sur ces os qui ne sont pas encore complètement définitifs vont les déformer. Je vais donner des exemples. Le travail de Rod Whitney, qui est physiothérapeute exceptionnel sur l'épaule, a montré que les pitchers avaient une torsion humérale, c'est-à-dire que ton humérus, à force de lancer, pour s'adapter à cette charge,
se déformait. Il y avait une torsion comme ça pour gagner un peu en rotation externe et pouvoir faire le follow-through. Ça a été quantifié au niveau de combien de degrés tu vois sur le… Va voir, Rod Whitney, vous tapez ça, il avait fait une super étude avec l'échographie où il mesurait, il regardait la gouttière bicipitale et il allait mesurer la torsion humérale. Ouais. Génial, gros boulot, c'est son projet de thèse, je crois. Et puis voilà, donc si les gens sont intéressés, allez voir, il est super influent sur Twitter. Pour moi, c'est le génie de la physiothérapie et vraiment très intéressant. Deuxième chose, c'est Eric Wittevrouw, belge, qui lui a montré le génie varum de nos footballeurs était aussi probablement conditionné à ces changements de direction répétés qui déformaient la partie, pareil, étude qui a été publiée avec un impact factor qui était intéressant. Et le dernier, la hanche. Alors, vous allez dire, je suis un peu monomaniaque, mais on va y arriver, cette hanche. Vas-y. C'est-à-dire, travail qui a été fait à l'université de Harvard qui a montré que au-delà de 3 séances, plus de 3 séances, par exemple, de football entre 11 et 14 ans, on déforme la hanche. C'est-à-dire que la tête humérale va se déformer et va avoir tendance à faire ces conflits fémoro-acétabulaires, c'est-à-dire à avoir cette déformation de type CAM. C'est-à-dire, au lieu d'avoir une belle boule comme ça, on va avoir quelque chose un peu plus arrondi, oblong, et qui après viendra faire conflit un peu plus tard. Ouais. Donc, on a appris que tous ces conflits, puisqu'on en parle beaucoup dans le hockey, dans les sports à changement, le foot même, que ça, c'est développemental. C'est-à-dire qu'on développe cette problématique et probablement dans 70% des cas, développée au cours de cette période d'immaturité. Et donc là, on arrive à cette question de quelle est la charge optimale? Alors, moi, je suis un fervent défenseur qu'avec tout le travail d'athlétisation qu'on peut faire, on peut limiter parce qu'on aura de meilleures compétences et probablement moins de stress sur ces zones. Ça, c'est juste ma croyance, probablement. C'est mon avis personnel. Mais voilà, il faut aussi tenir compte de ça. Des impacts de la charge à jamais, puisque ton os est déformé pour toujours, sur ta pratique et ta vie future. Et là, on en vient à toutes les problématiques, les dérives médicales, à mon sens, sur ces athlètes immatures. Je vais vous donner 2-3 exemples. C'est bien connu au baseball. On a la procédure qui est la Tommy Lee Jones Surgery, qui est les enfants qui jettent, qui lancent beaucoup, vont développer une souffrance chronique de l'épicondyle médial, donc insertion des fléchisseurs du poignet. Et donc, il y a des chirurgiens qui s'amusent à faire de la chirurgie préventive. C'est-à-dire, pour lancer plus et plus vite, on va renforcer le ligament et parfois réinsérer le tendon de façon supérieure. 13, 14, 15 ans. 13, 14, 15 ans. T'envoies chez ton fils, ta fille, chez un chirurgien pour qu'il réinsère un tendon pour qu'elle lance plus vite, plus fort. Voilà, on a le même problème au hockey avec certains joueurs athlètes à moi, des jeunes. Il m'appelle Alex, le chirurgien de mon club, le médecin de mon club, il veut que j'aille voir un chirurgien pour me faire opérer des hanches. T'as quel âge? 15. Voilà. Et préventif. Voilà. Et c'est qu'aujourd'hui, c'est qu'on essaie de vendre, pour moi, la chirurgie préventive qui est… moi personnellement, j'ai du mal à comprendre. En effet, dans le hockey, dans le golf, j'avais une physio spécialiste du golf qui me disait, Mathieu, j'étais aux États-Unis, les jeunes filles à 15 ans, on les opérait de la hanche pour qu'elles aient un swing plus harmonieux. Ah ouais, c'est ça qu'on veut pour nos gamins. Même chose sur le hockey, en effet, c'est aujourd'hui, en effet, il commence à avoir mal aux hanches, on sait qu'il va la déformer, on sait qu'on va avoir cette petite déformation, on va faire une chirurgie d'entrée de jeu, 15-16 ans. On a aujourd'hui des chirurgiens qui luxent les 2 hanches de nos gamins pour raboter ça en disant, voilà, maintenant tu vas pouvoir jouer tranquillement. C'est ça le sport. C'est ça le sport. Et donc, si on veut jouer, alors pas l'avocat du diable, mais si tu devais justifier cette pratique, si tu devais essayer de la justifier, que dirais-tu? Et à l'opposé, quelle serait l'approche opposée ou alternative? Alors, la première chose, c'est que je pense que le médecin ou le chirurgien ne pense pas à mal. C'est pas le diable. C'est juste qu'il se retrouve face à une situation bloquée. On est arrivé jusque-là. C'est-à-dire que
La charge, à nouveau, on en revient à la charge d'entraînement, aux capacités du gamin, à l'hyperspécialisation, qui nous amène à des situations où le jeune hockeyeur de 15-16 ans a mal à une hanche, va être éduqué un petit peu, bof, et puis voilà, il perd tout doucement sa place, etc., etc. Et donc, tout le monde est un peu dans le dur, quoi. On va voir le chirurgien qui dit, oui, on connaît cette pathologie, c'est une pathologie de hanche, moi, je vais vous la raboter, et puis comme ça, il aura plus de mobilité, il sera pas embêté. Et puis, bon, on va peut-être faire l'autre quand même. Comment c'est fait? Non, mais, et voilà où on en est. Et je pense que c'est pas le traitement, c'est tout ce qui est en amont qu'on a raté. Alors, il y a tout ce qui est en amont qu'on a raté, mais quel va être l'impact, quels vont être les impacts d'une telle intervention à cet âge-là sur le développement, sur la vie? Parce que là, on parle au-delà du sport, sur la vie d'abord cet enfant et par la suite de l'adulte qui en découlera. Alors moi, je vais tout de suite mettre les choses au clair. Moi, j'ai un biais de recrutement. C'est-à-dire que je vois que les gens qui ne vont pas bien. Non, mais il faut être honnête. Ouais. J'espère que ce que je vois, ce n'est pas la réalité. C'est-à-dire que je vois des gens, une chirurgie, c'est pour toujours. Ça marche, on est content. Et il y aura quand même des effets à distance. Un croisé amène à l'arthrose à 10-15 ans chez tout le monde, quel que soit le chirurgien, quelle que soit la technique. Ça, il faut juste être d'accord là-dessus. Et puis, la deuxième chose, c'est que si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait? On a des enfants, on a des jeunes joueurs de hockey ou de football, ils ont été opérés, on a réinséré un peu le labrum, on a coupé un petit peu cette déformation entre la tête et le col, et ça fait mal. Et on fait quoi? 17 ans, une opération, donc on y retourne souvent, deuxième opération, ça ne va pas forcément mieux, on refait une arthro-IRM, on fait une infiltration, et puis vous vous rendez compte, 16 ans, 3-4 chirurgies, ça traîne les hôpitaux, ça traîne les médecins du sport, ça traîne le physio. Il faut avoir conscience de ça et les parents doivent avoir conscience de ça. Après, toi, ton point de vue médecin, et moi, ce que je trouve incroyable, c'est de se dire, OK, votre gamin, il est fort à 15 ans, à 16 ans. Vous faites ça parce qu'il est fort, mais putain, vous n'avez aucune idée s'il va devenir pro ou quoi. C'est-à-dire, vous avez fait ça en espérant, mais… À quel coût? Je veux dire, à quel coût? Je veux dire, votre gamin, il n'est pas sûr d'être professionnel dans 4 ans. Ça veut dire qu'il va potentiellement arrêter dans 2 ans parce qu'il déjà en a marre du hockey, parce qu'il a fait ça toute sa vie et qu'il n'a rien fait d'autre, donc il en a marre. Sauf que, voilà. Alors, peut-être, comme tu dis, il n'y aura aucun impact, il y aura un impact plus tard. En attendant, c'est fait. Ouais, voilà. Une fois que c'est fait, c'est compliqué. Mais tu as parlé d'effets à long terme, d'autres interventions notamment, et sur une intervention comme ça, est-ce que sur le long terme, il y a des dégradations qui vont prendre place ou des effets néfastes qui peuvent émerger plus tard? Je dirais, pour être tout à fait honnête, ce que je remarque à moyen terme de ces chirurgies de hanche, c'est des gros défauts d'activation. Les gens n'arrivent plus à activer. Activer glutes, activer le muscle. Ouais. Ils perdent très, très rapidement. On fait un travail là-dessus. Là, tu as changé la fondation en fait, de laquelle tu opères, de tout ce que j'ai appris de Pat Davidson et d'autres aussi. Le squelette, c'est un peu la fondation. La position du squelette va en grande partie déterminer comment tu peux recruter et activer certains muscles et dans quelle amplitude de mouvement. Ça va préconditionner presque, si tu veux, ton système nerveux par rapport à cette position osseuse. Et donc, si tu changes, et je ne sais pas si je suis dans le juste là, mais si tu changes le squelette, tu as potentiellement un impact sur le fonctionnement du système au complet qui ne retrouve peut-être plus les mêmes repères pour ensuite faire son travail de recrutement et d'activation. C'est ma compréhension. C'est pas scientifique. Je trouve pas. Alors, il y a beaucoup de travail en ce moment sur le ligament croisé antérieur et puis les gens qui ont du mal à récupérer leur quad. Donc, il y a un gros travail sur l'approche cognitive, neurocentrale, etc. Donc, probablement dans les 5 prochaines années, ce sera un peu je dirais que ce sera le hot topic médical. C'est un peu cette connexion centrale, cette perte d'activation, le pourquoi, etc. Et je pense que tu as raison. Mais après, voilà, à nouveau, c'est que mon avis personnel basé sur mon expérience. Ce n'est pas evidence-based, c'est vraiment mon expérience. Mais oui, je suis d'accord avec toi. C'est qu'une chirurgie a un impact bien plus que local. Ça a un impact assez général et global sur la sensation d'activation, sur la sensation de bien recruter son muscle. C'est très, très difficile à retrouver, ça, je trouve, chez les gamins. Ça, c'est le moyen terme.
Et souvent, la rééducation est assez courte et un peu bâclée. Il bouge, il retourne sur la glace et puis voilà, on est content. Ouais, sauf que quand tu lui demandes, mais tu le sens ton muscle là? Ah non. Mais tu sens là? Ah non, l'autre côté, je le sens, mais là, c'est ça qu'il faut récupérer, mon garçon. Ouais. Parce que si tu n'as plus de entre guillemets, problème de hanche, mais que tu as d'autres problèmes maintenant qui se manifestent, en gros, tu as juste repoussé le problème plus loin. Ouais. Tu as repoussé et en plus, peut-être magnifié le problème. Et ça, après, à très long terme, alors la chirurgie de hanche arthroscopique, voie ouverte, avec on commence à avoir un recul. Là, je serais pas. Je pense que les approches et les études divergent sur est-ce que c'est plus arthrosique ou moins arthrosique. Ça, aujourd'hui, je ne me prononcerai pas. Ce n'est pas encore assez clair, je pense, au niveau de la littérature. Mais voilà, ce problème pour moi, des dérives médicales, à mon sens, avec mon éthique de médecin, pour moi, c'en est un. Avec des populations jeunes. Oui. Trop jeunes. Oui, trop jeunes. T'imagines, qui prend la décision finalement? C'est le parent à ce stade-là. Parce qu'il écoute, parce que c'est comme quand tu vas chez le médecin. Bien sûr, tu fais confiance. Bien sûr. Alors le chirurgien, avec la place qu'il porte, mais le chirurgien, il est là pour faire de la chirurgie. Je veux dire, je veux dire, la même situation avec une personne dans ma famille récemment. Qui avait un souci avec un nerf optique, avec un kyste ou je ne sais plus quoi. Et ils ont dit, on va faire ça et puis ça va améliorer ça. Et ils ont fait l'intervention et puis maintenant, ça va moins bien. Et puis maintenant, ils ont une nouvelle intervention qu'ils veulent faire pour peut-être que ça aille un petit peu mieux. Mais en même temps, ça pourrait aussi aller moins bien derrière. Au final, la personne a dit, non, stop, là, c'est bon. Je vous ai fait confiance une fois, vous avez merdé. Et là, il y a aucune garantie d'effet positif derrière. Bon, on pourrait presque dire que c'est trop tard maintenant que les dégâts sont faits, mais alors pas trop de dégâts, c'est pas mais quoi qu'il arrive, je pense qu'il faut pas non plus oublier le rôle de chacun. Un chirurgien à sa place en chirurgie. Clairement. Et est-ce que c'est la meilleure personne placée pour recommander ou non une chirurgie? Je pense qu'il y a toujours une situation délicate. Il faut surtout être assez honnête. Oui. Honnête avec ses patients. Oui. Et quand on propose quelque chose, une prise en charge, je pense que plus on explique la progression ou les choses en disant voilà, le plan A, c'est ça, c'est un traitement conservateur, ça va prendre 3 mois, 4 mois, vous allez travailler en physio, une fois que la physio sera bonne, on sera physio, prépa physique et ensuite prépa physique. Dans 3 mois, on se revoit. A, ça marche, alléluia, on est tous contents, on se tape dans la main, on pense qu'on est les meilleurs. B, ça ne marche pas, ça fait mal. OK, ce sera quoi le plan B? Le plan B, on pourra aller faire une évaluation arthro-IRM sur votre hanche. OK, on essaiera de voir si vraiment il y a des dommages importants, pas importants. Des dommages qui peuvent irriter un peu. Tiens, on peut essayer un traitement infiltratif, on pourrait essayer, qui sera déjà une première option. Et on réévaluera. Et à la fin, en effet, parfois, il y a la chirurgie parce que on aura essayé de façon structurée, organisée, toutes les options. Mais avant d'aller de A à Z, il y a parfois tout un long parcours. Et c'est notre job, c'est le job du médecin, du physio et du prépa, d'expliquer cette démarche et de lui dire, je ne peux pas vous garantir 100%, moi je ne sais pas faire. C'est menteur, celui qui va garantir 100%. Par contre, je peux vous aiguiller, je peux vous donner le parcours de soins. Et les gamins, pareil, ils sont très, très réceptifs à ça. C'est-à-dire, ça, c'est la première étape. A, B, ça marche. C'est des ordres décisionnels juste à bien expliquer, je pense. Et parce que quand les gens comprennent, et même s'ils sont jeunes, si les jeunes comprennent le cheminement, ils seront plus enclins à suivre et à en faire partie que si on leur dit c'est comme ça et pas autrement. C'est ça, mais il a raison. C'est le même job. En tout cas, mon job est celui d'un kiné ou un physio. C'est pour ça que moi j'aime bien Fred Scossé. J'espère qu'il serait d'accord avec ça. C'est que souvent la problématique en plus sur ces douleurs-là, c'est le mouvement. Je veux dire, il y a beaucoup de gens, c'est juste ils ne savent pas bien bouger, ils n'ont pas remis l'articulation en charge correctement. Je regarde beaucoup ce qu'il fait, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et c'est vrai que je suis persuadé qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait corriger, même chez les jeunes qui ont des problèmes de hanche comme ça, en trouvant une thérapie justement par le mouvement. Avant d'en arriver là, c'est sûr. Et surtout si c'est des pathologies qui émergent à la suite justement d'une usure
trop importante d'un certain pattern de mouvement, et ben, par exemple, si tu es sur la glace avec des patins toute la semaine, tes hanches elles vont bouger d'une certaine manière. On pourrait même jusqu'à dire d'une manière non naturelle parce qu'on n'était pas fait pour bouger sur la glace. Et donc, quand tu le fais H24 et que tu fais rien d'autre, parce que je pense que c'est là aussi où est le souci. C'est pas dire qu'il faut plus faire ça. C'est dire qu'il faut arrêter de faire que ça. Et tout le temps. C'est de se dire, si le gamin il courait, et si le gamin il faisait du vélo, et si le gamin il faisait du ski de fond en hiver, peut-être que ses hanches, elles iraient un petit peu mieux. Et j'irais même encore plus loin, c'est qu'aujourd'hui, on sait scientifiquement que c'est de mémoire 11-14 ans. C'est une fenêtre. Pourquoi cette fenêtre, elle ne serait pas sanctuarisée ou en effet, comme ils ont fait au baseball où il y a un nombre de lancers par catégorie, par machin, qu'il y ait un nombre d'heures de glace et un nombre d'heures hors glace qui seraient développés d'autres patterns où il n'y ait pas que cette rotation-abduction, rotation-abduction, rotation-abduction et qu'on fasse autre chose, un antagoniste ou je ne sais quoi. Mais on devrait arriver d'être plus sévère, plus strict et dire, on sait que cette période critique, c'est 11, 14, c'est pas compliqué. Sur cette période, c'est tant d'heures de glace et du travail à côté. Et je pense qu'à ce moment-là, on n'irait plus dans les extrêmes de chirurgie préventive, de chirurgie de deux hanches à 14-15 ans, etc. Ou dans les extrêmes de préparation physique aussi. Parce que tu as des gamins qui font de la glace toute l'année de la glace. Ils s'arrêtent pendant un mois. C'est la reprise. On fait des 400 mètres, des 1500, des 2000 bornes, des trucs dans le genre, des sprints dans tous les sens. Et là, ils ont tous mal aux chevilles, ils ont tous mal aux genoux. On se demande pourquoi. Il n'y en a aucun qui a appris à courir. Vous ne courez jamais. Et d'un coup, là, on fait 3 entraînements. Il faut faire du cardio. Mais c'était la problématique quand j'avais repris à Nyon. C'était ça aussi, c'est qu'ils avaient l'habitude. Et John, qui avait le club avant, enfin qui menait le bal un petit peu avec les seniors avant, avec qui était mon coach quand j'ai joué à l'époque encore, et qui était encore là quand je suis revenu, et c'était ça. C'était premier jour, pas de ballon, on va se taper la tête contre le mur jusqu'à ce que ça saigne, et quand ça saigne, on va taper un petit peu plus parce qu'on fait du rugby, il ne faut pas faire n'importe quoi. Et le contraste avec ce que j'ai essayé d'apporter d'une surcharge extrêmement progressive et on va dire conservatrice, surtout en reprise de pré-saison, parce que les mecs, même si ça fait juste un mois qu'ils n'ont pas couru, tu essaies de les remettre dedans, et ça explose, et de leur faire comprendre que par cette progressivité, on arrivait à atteindre des volumes et des intensités qui étaient extrêmement intéressantes, tout en ne détruisant pas la moitié de l'équipe, parce qu'au final, tu perds des hommes et au niveau amateur, tu ne peux pas te le permettre. Même au niveau pro. Mais bien sûr. C'est pour ça que je te dis, j'adore beaucoup ce que fait le FCG. Début de saison, ou même, peu importe, les reprises, etc., ils reprennent le sprint. Mais ils reprennent le sprint en lesté. Alors, ils utilisent le 10-80, on n'a pas toute la chance d'avoir de bons bateaux, c'est incroyable. Non, mais nous, on a une côte à Colombray, on fait des sprints en côte. Moi, j'ai un sled. Alors, je ne peux pas être aussi précis, c'est pas grave. Non, le gars, il ne pourra jamais aller aussi vite avec 20 kilos. Et progressivement, tu décharges. Je pense qu'il y a quand même des choses à faire sans forcément avoir la technologie de ouf. Pour revenir sur ces problématiques de dérive médicale, vous avez quel genre de conversation ou de discours avec les clubs, avec les médecins, si conversation il y a? Avec les clubs, ça se passe… alors, nous, on a 2 cas de figure. On a vraiment des clubs qui sont attachés au centre, c'est-à-dire qu'on a un contrat de collaboration avec le foot, donc Lausanne, Yverdon, différentes institutions fédérales, tir à l'arc, cyclisme, etc. Donc là, c'est clair, on s'est déjà assis, ils ont déjà appris à nous connaître, ils connaissent notre philosophie, et puis à la fin, s'ils signent, c'est qu'ils pensent qu'on peut apporter quelque chose et que notre façon de travailler va leur permettre d'aller mieux. Et puis après, on a le tout venant, puisque on voit de sportifs de tout club, tout niveau, bas niveau. Et puis là, on se met un point d'honneur à ouvrir la discussion. C'est-à-dire qu'à chaque consultation d'un jeune, il y a un petit rapport simplifié, facile, que je remets à l'enfant, je remets aux parents, et les parents ont à charge de le donner au coach et au club. Parce que c'est trop facile aussi de toujours taper sur les coachs si nous, on ne fait pas un effort. Si la communication derrière se passe. Donc, c'est mon boulot
d'ouvrir ce canal de communication. Après, ça prend pas, ça c'est encore un autre débat. Mais certains clubs maintenant aiment cette confiance mutuelle. Et puis j'explique facilement, voilà, c'est un osgood, c'est une pathologie de croissance, qui est transitoire. Aujourd'hui, la douleur, elle est là, donc c'est 25, 50 ou 100% de décharge. Il va faire de la physio, il sera revu à 4 semaines. Et s'il peut s'entraîner, on évite pour l'instant ça. Point. Ils ont mon téléphone, s'ils veulent, ils m'appellent. Ça, c'est notre boulot. Ça, c'est mon boulot. Ça, c'est vraiment ce qu'on doit mettre en place. C'est toujours facile de dire « Ah, les coachs, c'est des ânes. Ah, les coachs, c'est des ânes. » Ouais, ok. Alors, parlons avec eux, essayons d'améliorer les choses. Et puis, on va voir qu'ils ont des problèmes que nous, dont on se rend pas compte. Moi, je suis dans mon petit bureau, peinard assis, là, derrière mon ordi. C'est toujours facile de taper sur tout le monde. Donc, ouvrons déjà cette communication. Donc, avec les clubs, ça se passe plutôt bien. Et puis voilà, soyons ouverts, soyons inventifs. Moi, je prône d'amener les compétences où elles sont. Parfois, avec les clubs, ce n'est pas le médecin dont ils ont besoin. C'est le prépa, c'est le physio. C'est ce que je parle pour voilà, mais je pense que mon collègue et moi, on ne l'a pas encore fait assez bien. Tu vois. Alors, je critique, sans vraiment critiquer, parce qu'ils ont d'autres difficultés, ils ont plein de gamins, etc. Mais j'aimerais juste une fois, peut-être de temps en temps, comme on disait, on en a rencontré quelques-uns des clubs, mais on n'en a pas rencontré assez, pas assez de coachs pour s'accorder sur le fait que oui, vos gosses, ils viennent chez nous, mais bien sûr qu'on ne veut pas détruire ce que vous faites. On ne va pas sortir votre gamin du club non plus. Il faut qu'il reste dans le collectif, surtout si c'est bien fait. Par contre, on peut peut-être apporter quelque chose, et c'est peut-être là où il n'y a pas assez de discussion. Parce qu'après, on arrive justement aux dérives où on était au début, où j'en parlais plutôt dans la discussion, c'est qu'il y a mésentente. Et au final, c'est le gamin incompatible. Et puis après, ça se construit dans le temps. C'est-à-dire que, tu vois, on a ouvert donc, cette année, on a une collaboration avec Gymvo, donc la gymnastique. Et puis au début, c'était très axé médical. La pathologie, la blessure, les problématiques qu'on avait eues autour de la gym. Et puis, on a mis des choses en place. J'ai dit, moi, je ne vous promets pas un gâteau, une pièce montée pour la fin d'année. Je vous promets une génoise, un peu de chantilly, mais pas beaucoup plus pour cette année. On va mettre les choses. Parce que moi, on fait, on sert. Ça ne sert à rien que je vous dise. Et puis, c'est eux qui sont venus nous chercher en disant, ah, mais tiens, la rythmique, on pense qu'un peu de prépa physique. Et je m'étais dit, ah ouais, elle me demande de la prépa physique. Ah, cool. Trampo. Ah, tiens, on aimerait les tester. Donc, ça veut dire qu'on a planté un peu de graines et puis que ça infuse. À nouveau, ça va prendre du temps. Faut juste prendre un peu le temps, parler, échanger, débattre, pas être d'accord. C'est cool de ne pas être d'accord. Moi, j'ai aucun problème à ne pas être d'accord. Je n'ai pas la parole divine. C'est-à-dire que j'aime me faire bouger par un physio, par un préparateur, par un coach, par un athlète, par des parents. Comme je dis, on apprend quand on se fait bouger. Moi, la 10e entorse de cheville qui se passe bien, j'apprends plus grand-chose. Par contre, celle qui merde et qui va me pourrir mon moi et mon cerveau, c'est elle dont je vais me rappeler et c'est elle qui va me faire progresser. Donc, soyons un peu ouverts et puis on fait de la médecine du sport, nous. Moi, je dis, c'est une médecine accessible, d'éducation. Je suis désolé, je ne sauverai pas le cancer. Je le sais. Je ne publierai pas dans Nature, je le sais aussi, j'ai aucun problème là-dessus. Mais je sais où est ma place. Et ma place, c'est avec des gens et c'est de discuter. Ce n'est pas d'imposer, j'impose rarement. Si on parle de cet aspect de discussion et peut-être les personnes qui ont un petit peu de travail à faire simplement de par leur rôle, c'est les parents. Le rôle des parents qui ont des enfants qui évoluent à un certain niveau ou pas, ou qui peut-être des parents qui ont des aspirations pour leurs enfants. Donc, qu'est-ce qu'on peut leur communiquer aux parents? Quels sont les discours que vous vous retrouvez à avoir avec les parents d'une manière constructive pour essayer de faire avancer tout le monde dans le même sens et surtout que les enfants ils gagnent plutôt qu'ils perdent sur le long terme? Franchement, j'ai été surpris. C'était une de mes premières craintes, c'était d'avoir un relationnel, devoir à expliquer. Je suis vachement mauvais. Ça va mieux. Mais j'ai vachement mauvais à expliquer aux gens qui ne sont pas forcément qui sont pas dans le même milieu parce que j'ai du mal à trouver les mots pour que ça ait du sens, que ce soit compréhensible. Parce que si je commence à parler de RFD, de machin et tout dans le genre, bon. Mais par contre, à force de faire un effort là-dessus et à parler mieux aux parents, je me suis rendu compte que en quelques mots, quelques phrases,
tu arrives à leur faire comprendre vachement de choses. Et eux qui venaient avec plein d'idées de comment ça allait se passer, etc., et ben, ils te font vachement vite confiance parce que tu prends soin de leur enfant, parce que le gamin, il rentre chez lui, il est content. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Et juste leur expliquer aussi, ils ont peut-être mieux compris que, parce qu'il y en a beaucoup, forcément, à 14 ans, et mon fils, il peut prendre quoi comme la protéine, les machins, ils veulent tout savoir, nutrition, il faut qu'il dorme combien de temps. Et c'est très bien, on éduque un petit peu tout. Je leur explique qu'il faut aller voir mieux un professionnel si jamais ils veulent plus de renseignements, etc. Mais en ayant une bonne discussion, en revoyant un peu mon discours, et j'ai zéro problème. J'ai même quelques parents qui viennent me voir ou alors ils m'envoient des mails, des messages en me demandant comment ils devraient faire plutôt ici. Et c'est vraiment agréable. Moi, j'ai aucun problème en tout cas avec les parents et ils sont vachement compréhensifs. Il faut juste être posé et pas le temps. Mais tu as résumé, hein, on est tous passés par là. Moi, le premier, j'étais dans l'hyper. J'adore les choses très précises, les diagnostics pointus, machin, mais quand je voyais le flou artistique dans les yeux de mes patients, je me suis dit, je fais fausse route. Ouais. Parce que, comme tu dis, quand il y a une lésion partielle du LTFAI, et là, donc en effet, c'est déjà vulgariser notre discours, le rendre accessible. Et puis, je suis d'accord avec toi que une fois qu'on a posé des bases assez simple, ça se passe plutôt bien. Après, des gens qui se projettent, il y en a beaucoup, mais tu as employé le mot juste, c'est constructif. Moi, je pourrais leur dire, je ne vous parle pas, vous, voilà. Mais là, j'ai tout cassé. Et en effet, on doit faire avec. Et parfois, la consultation, une fois qu'on a avancé dans le diagnostic, les suivis, on se tourne un peu vers les parents. Et ça fait partie du couple. Pour moi, il y a le couple chez les enfants, parents, enfants, coach. Après, l'adulte devient un peu plus autonome. Mais on peut pas les ignorer. À nouveau, on ne peut pas dire « Ah ouais, mais lui, si tu n'as pas passé du temps à essayer de faire quelque chose. Après, ça marche pas, c'est encore un autre débat. Mais d'expliquer aux gens, de dédramatiser certaines situations, ça, c'est notre boulot. C'est pas vraiment forcément… Et vous, prépa et physio, vous les voyez régulièrement. Vous avez vraiment cette connexion régulière que nous, on a beaucoup moins. Nous, on fait des follow-up on fait des diagnostics 3 semaines, 6 semaines, et après, on ne les voit plus. Moi, je leur dis, voilà, félicitations, on ne se voit plus. C'est bien. Non, mais je les félicite, c'est parce que c'est eux qui bossent. C'est important aussi de les féliciter, de comprendre que c'est eux qui sont acteurs de leur guérison. Ce n'est pas le médecin. Ils ne font rien ici. Ils ne dirigent jamais dans mon bureau. Enfin, je n'ai jamais vu quelqu'un guérir dans mon bureau. C'est tout ce qu'ils vont mettre en place. Donc, c'est le physio, la prépa et l'investissement du gamin. Donc, il faut les féliciter. Il faut leur dire bien joué, bon boulot, c'est cool. Dehors. Donc, c'est plus de l'humain finalement. C'est de la gestion humaine. Hein. Si, mais on en revient à la nature de ce qu'on fait. C'est de l'humain. Encore une fois, j'ai eu la chance de mes influences tôt dans ma carrière qui m'a dit Sean, tu n'es pas dans le business du fitness. Tu es dans le business humain, tu traites avec des gens. Et si tu arrives à communiquer avec ces personnes, si tu arrives à créer des connexions sur l'instantané, sur le long terme, à échanger, à évoluer, c'est là où tu vas avoir le plus grand impact sur les gens. Ce n'est pas en ayant la science infuse de toutes les méthodes et de tous les exercices et de tes tables de pourcentage de max, etc. C'est vraiment l'humain. Et si tu arrives à mettre l'accent là-dessus, sur le long terme, tu vas gagner. Puis, tu dois le savoir, mais c'était un métier où il ne faut pas raconter tes heures. Du coup, c'est hyper important que ça te met une patate de les coacher. Je sais pas, moi, tu es trop content de tes 4 heures, 5 heures d'entraînement que tu viens de faire parce que c'est le moment où tu dois, par ta présence, leur donner envie. Donc, forcément, si tu tires la gueule, ça ne marche pas. Surtout les gosses, ils sont vachement impactés par ce genre de choses. Ils te donnent un sourire, tu as envie de les motiver et c'est ça qui fait passer vachement plus vite. Et c'est trop bien. C'est pour ça que ce métier est vraiment cool. Et c'est pour ça aussi, je pense que de plus en plus, j'adore bosser avec les jeunes. Oui, mais encore une fois, c'est des problématiques qui sont très, très différentes. Une population qui est très différente d'adultes avec qui tu peux travailler parce que tu ne peux pas employer les mêmes rationnels, tu ne peux pas employer la même structure. Il faut énormément de musique, il faut qu'ils soient là pour s'amuser, il ne faut jamais un temps de c'est un peu, j'avais déjà discuté de ça avec différents clubs ou institutions. C'est là où on plante les meilleures graines, à mon sens. C'est cette période-là où je pense que j'ai le plus d'impact, c'est là.
l'éducation. Voilà, parce qu'on a cette fenêtre un peu d'opportunité où on peut planter des graines, faire de l'éducation, etc., etc. Puis peut-être qu'un jour, ça poussera et puis ça fera quelque chose de chouette. Et puis, le gros de ce travail sur cette période, c'est comment tu vas pouvoir amener tout ce petit monde à ne pas vouloir briller. Parce que finalement, c'est vraiment se mettre derrière. C'est pas brillant avec les jeunes. Tu n'es pas dans les journaux. Tu n'es pas à faire la photo avec les médailles olympiques. Quand ça se passe mal, c'est ta faute. Et quand ça se passe bien, il ne faut pas trop prendre de place. Exactement. Et ce qui m'énerve toujours, c'est que dans les budgets de club, regarde les budgets de club, c'est très facile d'aller trouver 2 prépas physiques pour une équipe première de football. Maintenant, dans une académie, c'est 1 pour 5 équipes. Ou 2, allez. Et encore, ça dépend le sport. Alors que pour moi, il doit y avoir un changement un petit peu de méthodologie au niveau des budgets. C'est là où on doit mettre les meilleurs. Quand on met le jeune médecin inexpérimenté, le jeune physio qui n'a jamais rien fait et le jeune prépa physique qui sort de l'école avec les plus jeunes, c'est une erreur. Et ça, c'est quelque chose que tu trouves, moi, dans mon entourage, c'est ce que je vois notamment à Nyon, avec le rugby club à Nyon, mais parce que c'est vraiment tout un écosystème que Patrice et d'autres ont créé, mais Patrice vraiment à la tête du développement depuis des années. Enfin, j'ai joué avec lui quand j'étais jeune, ça a été mon coach, il a vraiment mené ça. Et là, ce que tu vois, c'est maintenant des écoles de rugby à Terre Sainte, à Gland, à Nyon et d'autres, où il y a vraiment ce développement sur le long terme, non seulement des jeunes, mais aussi du staff de coaching. Parce que, comme tu l'as dit, si tu n'as pas des coachs qui sont… Alors, c'est génial que les parents veuillent aider. C'est génial qu'ils viennent et qu'ils s'investissent dans le sport de leurs gamins. Mais en même temps, si on veut la continuité, si on veut un développement, il faut, comme tu l'as dit, les meilleurs, il faut qu'ils soient, ou en tout cas, il faut des très, très bons avec les jeunes pour leur donner ces bases-là et leur permettre d'évoluer sur le long terme. Donc, pour moi, il y a vraiment un investissement, parfois un changement de vision sur les clubs. Tous les clubs de foot veulent faire de la formation pour vendre les joueurs, etc. Et c'est devenu une espèce de business model. Mais les enfants, mettez les moyens. Encore une fois, c'est moins Instagrammable aussi. Moi, je résume comme ça, je suis désolé. Le mec, il travaille avec Ronaldo, il travaille pas avec le petit jeune que j'ai eu ce matin. C'est différent. C'est différent. Mais l'argent n'est pas au même endroit. Et la gratification, elle n'est pas instantanée. C'est ça aussi, c'est que alors tu vas, comme tu l'as dit, planter des graines, enseigner des choses qui vont faire que peut-être dans 10 ans, cet enfant, il va pouvoir s'épanouir et il va pouvoir se développer et voler de ses propres ailes et performer au plus haut niveau. Et à ce moment-là, tu pourras t'en réjouir. Mais sur le moment, comme vous l'avez dit, c'est pas ça qui va… mais faut savoir, c'est pour ça qu'il faut savoir pourquoi tu le fais. C'est parce que justement, tu le fais pour que dans plusieurs années, tu veux que ton athlète aille dans un club, dans un nouveau club, et que les coachs se disent putain, le gamin, il sait de quoi il parle, il sait ce qu'il fait, parce que tu l'as éduqué, parce qu'il il se comprend et il se maîtrise et il va pouvoir donner le meilleur de lui-même. Et je pense que, j'en parlais avec qui je parlais de ça récemment, le fait qu'on n'éduque pas assez nos athlètes. Alors certes, il ne faut pas tout qu'ils comprennent de A à Z, mais d'avoir des athlètes qui sont compétents avec le minimum et qui comprennent pourquoi on fait les choses, ça va faire que sur le long terme, ils auront beaucoup plus de chances de réussir et de faire les bonnes choses au bon moment. C'est ce qu'on essaie de faire avec les physios aussi, c'est autonomiser nos patients. Oui. C'est un moment, je leur dis, on ne fait pas une vie en allant chez le physio une fois par semaine, c'est pas possible. Ou bien c'est pas la vie, mais ça peut être des périodes, mais à un moment, vous devez avoir acquis des choses, un bagage. Et ce bagage-là, après, vous devez le dérouler. Après, on ne sera pas, comme je dis aussi aux gens, moi je ne dors pas avec vous pour savoir si vous faites ce que je vous propose. Ce sera aussi à vous, ce sera à moi de vous avoir vendu un projet, et puis après, c'est à vous de vous investir. Moi, de mon côté, dans tout ça, parce qu'il y a quand même aussi la réputation qui fait un peu le job, forcément, et ça va avoir un impact aussi sur les gens qui viennent à Motion Lab. Pour les gosses, maintenant, pour tous les jeunes, je sais que c'est ça qui va potentiellement donner d'autres jeunes, c'est que tel gamin va voir que son pote, il est devenu super rapide, super fort, il a été où? Et moi, j'aimerais bien que ce ne soit pas que les athlètes qui le voient ou les parents, parce que les parents me disent j'ai vu lui de l'équipe, il met des douilles à tout le monde maintenant et il est trop fort. Et moi, j'aimerais bien que ce soit aussi
plus toucher justement l'entraîneur ou le coach qui se disent, OK, il a fait vachement des gros progrès. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce qu'il est allé? Poser des questions. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi pas? Et dans les deux sens, je te donne tout. Si ça marche bien, mais aussi si ça ne marche pas, pour que nous, on puisse se remettre en question et se dire, est-ce qu'on a fait les bonnes choses? Est-ce qu'il manque quelque chose? Est-ce que toujours, la question que moi j'ai toujours, c'est certes, il est devenu meilleur dans ça et dans ça, mais est-ce que je peux vraiment l'attribuer à ce que j'ai fait? Ou est-ce qu'il y avait. Est-ce qu'il a gagné ça? C'est ça. C'est que, quoi qu'il arrive, il va progresser. Maintenant, quelle est notre part d'influence sur la progression? Elle est toujours un peu questionnable. Et tu as raison. En effet, c'est assez juste. Dans les deux sens, l'échange, comme je t'ai dit, c'est ce qui me manque actuellement. C'est de me dire, OK, s'il y a un entraîneur qui trouve que son athlète il est moins bon maintenant, qui me disent, OK, peut-être que c'était pas la même façon, je vois qu'il a plus de mal, il est devenu plus lent, quoi que ce soit. Et d'une autre façon, qui viennent me voir, sur quoi vous avez fait, qu'est-ce que tu as travaillé, etc. Et moi, je te donne tout. Je veux dire, on échange. J'ai pas de secret. Parce que déjà, de base, j'ai appris de quelqu'un qui m'a tout donné. Mais j'ai rien inventé. Mais bien, on échange. C'est un échange. Parce que déjà, je connais le hockey, je connais pas. Il y a plein de sports. Je reviens à coacher, à entraîner la voile. Suis-je GP Sailing? Je n'aurais jamais pensé entraîner de la voile de ma vie. Du tir à l'arc, pareil. Il faut que ça fasse comme ça. Parce que si tu ne me dis pas ce tir à l'arc, ce que ça fait, oui, c'est l'épaule, mais je me doute qu'il n'y a pas que ça, tu vois. Mais donc, c'est ça. Il faut que ça fasse la passerelle partout, en fait. On en retirera que l'échange est fondamental, interdisciplinaire. On travaille avec l'humain, finalement. On travaille avec l'humain. Il faut qu'on ait ces conversations, qu'elles soient simples ou pas. Et on l'espère pouvoir tous progresser ensemble. Et comme on l'a dit, et je pense vraiment au centre de ce podcast, c'est pour les jeunes. Ça doit jamais être au détriment d'eux. Et on doit faire ça pour les jeunes, pour nos athlètes, pour nos enfants et pour ceux qui vont suivre derrière. Donc, les gars, merci beaucoup. C'était vraiment, merci à toi. C'était vraiment un très chouette échange. Merci beaucoup. Je suis content qu'on ait pu toucher sur tous ces sujets, certains un peu plus durs que d'autres, mais qui sont importants à vocaliser. Et faut que les gens prennent conscience de ces choses-là. S'il y a des parents qui nous écoutent, s'ils ont des questions, je suis sûr que vous serez tout à fait ouverts à ce qu'ils vous contactent pour échanger, pour justement amener peut-être plus d'informations pour que les gens sachent comment orienter leurs enfants, sachent comment faire en sorte qu'ils puissent tirer bénéfice de ces années qui sont merveilleuses, ces années de développement, mais sans non plus avoir de conséquences néfastes. Encore une fois, les gars, merci beaucoup pour cet échange. C'était vraiment un plaisir. Moi, je voudrais juste rajouter un petit truc si possible, c'est que n'hésitez pas à venir, je pense que c'est d'accord, mais n'hésitez pas à venir pousser la porte de Motion Lab parce que tout est ouvert. J'ai 3 personnes avec moi à chaque séance d'étudiants qui viennent voir comment on travaille, mais autant des professionnels d'ailleurs, de clubs qui veulent juste venir voir comment on travaille et tout. Venez pousser la porte, venez même vous entraîner avec nous le soir ou quoi que ce soit. On est ravis de partager et ça, c'est un point clé. L'échange, on reste une plateforme, donc c'est l'échange, c'est ce genre de choses, échanger sur un podcast, échanger autour d'un café, c'est aussi notre fonction. Et c'est comme ça qu'on fait progresser les choses. Écoutez, je mettrai tous les liens dans la description du podcast. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout sur le podcast. À bientôt les gars. À bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu souhaites soutenir le podcast, prends quelques instants pour laisser un témoignage écrit et 5 étoiles sur l'application Apple Podcast. Si tu veux revoir cet épisode, tu retrouveras l'enregistrement vidéo complet sur ma chaîne YouTube. Tu y trouveras également des centaines d'heures de contenu gratuit, tous mes podcasts, mes pensées du jour, mes présentations structurées et bien plus. Donc n'attends pas, abonne-toi et je te dis à tout bientôt pour le prochain épisode. Allez, ciao.